Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 55 de Fin de séance. Je suis Areski Sugar et nous sommes le 10 juin 2017 et aujourd'hui on parlait avec Arnaud Decaze et Arthur Goisset du film Le jour d'après réalisé par Hong Sang-soo et sorti le 7 juin 2017 en France. Un film coréen très intéressant qui était sélectionné en compétition au Festival de Cannes donc 2017. On a parlé également au tout début de l'épisode du documentaire Nothing Wood, de la rétrospective de David Lynch qu'il y a en ce moment dans pas mal de cinéma partout en France. Et en toute fin, on a la deuxième fois, on a le fin mail, c'est-à-dire vos mails, vos questions. Aujourd'hui, c'était Julie qui nous posait une question sur les films de Mommy et les films de Tom Cruise. Donc voilà, vous pouvez regarder dans le descriptif tout le minutage pour repérer directement ces parties-là. N'oubliez pas d'aimer la page Facebook, de vous abonner au Twitter, à l'Instagram, d'aller sur l'iTunes Store et de nous mettre 5 étoiles sur les podcasts. Faites pareil sur le Deezer, sur Podcast France. En gros, aimez-nous, hein, parce que voilà, on est en gros manque d'affection. Donc allez-y. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode. Allez, gros bisous. Petite section. Pour lancer, allez, on peut lancer, parler de ces deux trucs. Ouais. Nothing Good. Tu l'as vu à Cannes ce film? Ouais, exactement. C'était. Et ça parle de quoi? En fait, c'est l'histoire d'un gars. En fait, c'est vraiment un docu-portrait qui suit en fait un réalisateur afghan. On va pas se mentir, hein, genre qui est donc un peu quasiment le seul réalisateur afghan de son pays et qui en fait a réalisé 108 films. Et qui pendant le documentaire en fait est en train de réaliser 4 films en parallèle quoi. Et voilà, et du coup c'est vraiment un portrait sur un type qui fait des films avec 3 francs 6 sous, qui fait toutes sortes de films, c'est-à-dire que ça va vraiment du cinéma ultra bis, sinon Z, à du film social quoi. D'accord. Et en mode, le mec fait des films de ninja et il fait des films sur. Enfin, il a fait un film par exemple sur un marchand de thé à Kaboul, tu vois. Le mec, c'est Donc, entre du coup, Ed Wood et Orson Welles en fait, c'est ça. ouais, non, c'est assez incroyable. Et en fait, enfin, c'est un type hyper intéressant parce que bon, évidemment, il y a un côté un peu truculent chez le personnage, ne serait-ce que parce que c'est un type qui fait vraiment des films avec 3 francs 6 sous, c'est-à-dire que il a une caméra, il a 3 acteurs avec qui il travaille à chaque fois, quoi. Et et voilà, et du coup il y a un côté un peu vraiment fait avec des bouts de ficelle comme on ferait des films d'école quoi, avec rien, aucun moyen. Et donc ça, il y a de la comédie là-dedans, et en même temps en fait ce qui est très beau c'est que c'est vraiment un groupe de personnes qui est absolument passionné par le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que c'est pas du tout des types qui occupent un créneau ou tu vois qui ont trouvé le bon filon quoi. C'est vraiment en fait des mecs qui sont absolument passionnés par le cinéma depuis en fait très longtemps, qui en fait du coup en font dans un pays où c'est absolument pas une évidence de faire des films, évidemment parce qu'il y a pas d'industrie, mais aussi parce que je veux dire personne n'a l'habitude de voir des films afghans quoi. Et donc voilà, j'ai trouvé le film hyper intéressant. En fait, on se rend compte aussi que c'est des mecs qui prennent des risques en faisant leurs films, ce qui est assez beau. Enfin, par exemple, les mecs ont tourné des films de guerre au milieu des bombes, etc. Enfin, pendant vraiment la guerre, quoi. D'accord. Enfin, bon, bref, c'est un peu du coup des têtes brûlées comme ça, et en fait, le film est très émouvant sur ça, quoi. C'est-à-dire sur tout à la fois, on fait des tout petits films, et en même temps, on est mu genre par une force immense, quoi. Euh, et euh, et ouais, j'ai trouvé ça en fait très émouvant parce que en fait la force du film est de réussir à jamais regarder ces personnages de haut sous prétexte que ils peuvent prêter à rire, et toujours être à leur hauteur, et si bien qu'en fait on rit avec eux
plus qu'à leurs dépens, et on s'émeut aussi beaucoup, de toute l'énergie et la conviction qu'ils déploient dans leurs films, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que en vrai, il y a 2 ou 3 films que j'ai envie de voir. C'est-à-dire que genre, je sais pas, dans le docu, il y a peut-être, une cinquantaine d'extraits de, il y a peut-être une cinquantaine d'extraits de films, un paquet de bis, de z'eries, etc. Il y en a bien un ou deux que j'ai envie de voir, notamment un film de ninja qui a l'air incroyable. Et il y a cette histoire de marchand de thé là, qui franchement, tu vois un extrait, ça a l'air assez émouvant et assez beau. Sachant que le film, je veux dire, le documentaire lui-même, il était fait par qui en fait? C'est fait par une française en fait. J'ai oublié son nom. En fait, c'est pour savoir qui c'était. En fait, c'est une femme qui travaille à la radio et qui fait du docu radio en fait, si j'ai bien compris. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas. Et voilà. Enfin, vraiment, je pense que elle entre très fort en empathie avec son personnage. Elle arrive du coup à rendre ça à l'image. Moi, je trouve qu'il y a des approximations formelles, mais j'ai même pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie que les gens se disent ah bon, c'est un premier film un peu maladroit sur des trucs et tout. Ouais. Il l'est à certains égards, mais je trouve qu'il y a une force. Mais c'est tellement intéressant que tout, qui est communicatif quoi. Et ouais non, et c'est très beau. C'est très beau. Et alors et par exemple, il y a un truc qui est assez incroyable et qu'on apprend dans le film. C'est un petit spoil, mais je vous le dis parce que c'est quand même intéressant. C'est qu'en fait, ces types sont des superstars en Afghanistan. C'est-à-dire que genre leurs films sont vus partout en Afghanistan. Et quand je dis partout, c'est en fait par des gens de tous bords politiques. Et donc par exemple, il y a des fans de ces mecs. Parmi les extrémistes religieux, parmi les talibans. Alors, sachant évidemment que normalement les talibans interdisent le fait de mater des films, etc. Mais qu'en fait, en contrebande, il y a toute une frange des soldats talibans qui matent les films de ce gars. Et sachant que genre, il faut savoir que genre le personnage principal de quasiment tous ces films, c'est un mec hyper efféminé qui du coup joue de tout à la fois le fait d'être un homme et de pouvoir avoir un certain nombre d'attributs virils et en même temps d'avoir très envie de jouer avec le genre. Et par exemple il interprète des femmes genre dans certains films, etc. Donc il se travestit, etc. Et se dire que des talibans en fait sont fans de ces mecs là et notamment de cet acteur là qui joue à ce point avec le genre, etc. Je trouve ça quand même assez fascinant quoi. Voilà, du coup je recommande vivement ce film. Je pense que tous les gens qui iront en ressortiront avec la banane et auront passé un excellent moment en plus d'avoir vu un film très intéressant. Ça me donne super envie d'aller le voir en tout cas. Ça a l'air pas mal. D'autres films que vous avez vus que ce soit... D'ailleurs, est-ce que le film d'aujourd'hui tu l'avais vu à Cannes toi ou pas? Oui, ouais. Je l'avais vu à Cannes et c'est ce que j'avais préféré à Cannes. Ah ouais. Après moi j'ai pas vu beaucoup de films à Cannes, hein. Je vais pas vous mentir non plus, donc parce que quand on m'a demandé alors à qui tu donneras la Palme d'Or, j'ai dit je la donnerai à Hong Sang-soo. Bon, j'ai vu 6 films dont seulement 3 ou 4 en compétition, donc d'accord. Donc forcément je suis pas vraiment la personne à qui il faut poser cette question. Espèce de menteur, tu sais, il en voit qu'un, il fait c'est lui hein. J'ai évidemment commencé genre par bluffer avant de dire la vérité. C'est normal, c'est le showbiz, t'sais. Mais oui, du coup, c'est cool qu'on puisse parler du Hong Sang-soo parce que, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, dans les autres trucs que j'ai vus à Cannes, je recommande pas du tout le Coppola. Mais alors, pas du tout. Les Proies qui a eu un prix de la mise en scène à Cannes, les Proies, ouais. On en avait parlé la dernière fois du fait que ça ressemblait beaucoup, en tout cas, à la bande-annonce, ça. Putain. Ouais, je suis désolé de vous dire que j'avais absolument tort sur mes prédictions. Que donc, Areski, tu avais absolument raison. Et que c'est un remake quasi scène à scène du Seagull. C'est le Psycho de Vincent, quoi. Non, c'est impressionnant. C'est un remake quasi scène à scène du Seagull. Il y a quelques scènes en moins. Et surtout, la différence de traitement est que le personnage interprété par Eastwood, et donc là par Colin Farrell, a été extrêmement lissé et mis au second plan pour se concentrer sur les femmes, et je pense que ça pose des gros problèmes narratifs dans le film. Et que du coup,
toute la dimension manipulation entre tous ces personnages, toute la dimension retorse qu'il y avait genre dans le Seagull est très 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 naphtalinée genre dans le film de Coppola. Et ouais, non, je trouve le film vraiment pas bon du tout en fait. Et infiniment inférieur au film de Seagull. Genre dans des proportions qui sont embarrassantes. Et du coup, d'après ce que tu me dis, inutile, quoi. Puisque, tu vois, ça, je veux dire, s'il y a vraiment aucun... Parce que si la personne se dit, je vais faire un remake de ce film, mais que la seule chose que je fais, c'est donner moins d'importance à un personnage, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bizarre, quand même. Bah, disons que oui, non, mais très clairement, son angle ici, c'est Virgin Suicide, je le dis vite, hein, mais Virgin Suicide rencontre le film de Seagull. En fait, c'est ça son angle pour réinvestir le film de Seagull. Ok, oui, donc... C'est-à-dire vraiment être du côté des femmes. Mais le problème, c'est qu'elle est de manière si dogmatique qu'en fait, ça en fait perdre vraiment toute sa saveur au film, mais aussi aux femmes, en fait, en dernière analyse. Et ouais, non, j'ai vraiment trouvé le film très faible. Et j'étais extrêmement déçu en sortant, sachant que c'était vraiment un des films que j'attendais le plus à Cannes, et c'est aussi pour ça que je me suis bougé pour aller le voir là-bas. Mais t'avais trop la foi, c'était pas normal que tu crois ouais, mais tu vois, genre, que ça allait être bien. Non mais regarde, alors, et en même temps, enfin, on pourrait se dire, pour quelqu'un, pour un spectateur comme moi qui aime beaucoup le Seagull, a priori, je devrais être très remonté en rentrant dans la salle contre un film qui veut le remaker. Mais c'était pas le cas du tout, en fait. Je trouvais ça intéressant, a priori, sur le papier. Parce que je trouvais ça pertinent, en fait, aussi. Là, maintenant, tout de suite, dans un contexte, genre, où les questions féministes sont sur le premier plan. Sont hyper contemporaines, sont très médiatisées, où il y a de fait tout un tas de courants du féminisme genre qui s'opposent et du coup c'est pas du tout un mouvement uni aujourd'hui dans le monde et tout. Enfin du coup en fait je trouve ça toujours intéressant les récits qui ont envie d'aller s'intéresser à la question du féminisme dans des récits proto-féministes en fait. Donc en fait vraiment je vois la pertinence du remake aujourd'hui. C'est juste que je trouve l'exécution et tout un tas de choix narratifs opérés par Coppola ratés quoi. Donc je recommande vraiment pas le film. Voilà. Ouais. Arnaud, tu voulais nous parler de la rétrospective David Lynch, je pense? Oui, tout à fait. Ben, en ce moment, en tout cas à Paris, il y a beaucoup des films de David Lynch qui ressortent un peu dans tous les cinémas. Et c'est bien sûr parce que il y a la 3e saison de Twin Peaks qui est diffusée en ce moment aux États-Unis, mais c'est surtout l'occasion en fait de se pencher sur une œuvre sur Netflix. Ouais. Et c'est l'occasion de se pencher sur une œuvre assez particulière, mais complètement fascinante. Et en fait, ce qui m'a frappé, j'en ai revu beaucoup, du coup, je suis allé en voir. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que quand tu regardes quasiment tous les films qu'il a fait dans les années 80 et 90, t'as l'impression en fait d'une lente progression vers Mulholland Drive, où finalement, j'ai vraiment l'impression. Pour moi, Mulholland Drive, c'est un film parfait. C'est un des rares films à être à l'origine de ma vocation de vouloir bosser dans le cinéma. Faut savoir que Arnaud est très demandé aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Et je suis désolé. C'est pas grave. En fait, ça peut être presque une école de cinéma sur la manière de raconter les histoires. Il y a quelque chose d'absolument fascinant dans ce film. C'est que c'est à la fois un film un peu expérimental par certains aspects, mais en fait, dont l'unique obsession est de toujours ramener le spectateur au centre du film. C'est-à-dire, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, je pense pas du tout que ce soit un film hermétique, dans le sens où c'est un film qui invite en permanence le spectateur à l'intérieur du film. Et c'est quelque chose qu'il a essayé de faire un peu toute sa carrière. De temps en temps, il y a des films d'ailleurs, je pense, qui sont plus difficiles d'accès chez lui que ça. Je pense à Lost Highway ou au film Twin Peaks, Fire Walk With Me, qui est peut-être un peu plus aride. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'après ce film, il y a eu un peu une crise artistique chez David Lynch. C'est-à-dire que il a fait un autre long métrage après qui était Inland Empire, que j'ai pas revu, qui fait pas partie de la rétrospective, qu'il faudrait que je revoie, mais à l'époque je n'avais absolument rien compris à ce film. C'est justement un film que j'avais trouvé très très hermétique et très abscon.
Et comme on le sait, en fait, il a plus rien sorti depuis. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce d'épuisement après ce film où il était arrivé en fait. C'était un film somme un peu, quoi. Ouais. Il était arrivé au bout de quelque chose, en tout cas qu'il avait travaillé toute sa vie et il a eu besoin d'un moment un peu pour se régénérer, quoi. Et Mulholland Drive, c'est un film sur l'illusion, sur comment le cinéma fait illusion. Et c'est vraiment intéressant de voir comment il manipule en fait le spectateur scène à scène. Comment, en fait, c'est un film où David Lynch passe son temps à dire au spectateur que le film est une illusion, et pourtant on croit quand même à ce qui se passe. Et Oui, en on fait, cherche tout le temps à recomposer un peu. on cherche tout le temps à recomposer, mais en fait c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs scènes. Il y a notamment une scène célèbre qui se passe dans un club qui s'appelle le Silencio. Et dans cette scène, en fait, pendant à peu près 3 minutes 30, il y a un type sur scène qui raconte que tout ce que vous allez entendre, c'est quelque chose qui a été enregistré au préalable. C'est pas un orchestre, ça a été enregistré au préalable et on va faire du playback. Et après, il répète, il fait, vous avez bien compris. Si vous avez pas compris, je répète. Tout ce que vous allez entendre a été enregistré. Ok? Il n'y a pas d'orchestre, il n'y a rien, il le dit de manière plus mystérieuse, mais grosso modo c'est ce qu'il dit. Et puis après ça, il dit, vous avez bien compris, si vous n'avez pas compris, on va vous montrer un exemple. Là, il y a un trompettiste qui arrive sur scène, qui fait semblant de jouer de la trompette, et on entend des sons de trompette, et après il lâche sa trompette et les sons continuent. Il fait, vous avez compris, donc c'est une illusion, vous avez bien compris? Ok, alors c'est parti. Et après, il y a une femme qui arrive sur scène, qui chante une chanson de Roy Orbison en espagnol, a cappella, et elle a une voix, mais elle a une voix comme t'en entends jamais, c'est à pleurer tellement c'est beau. Il fait des gros plans sur cette femme, elle chante, elle y met tout son cœur, et là, malgré tout ce qu'on nous a dit avant, et malgré le fait que j'ai vu le film, je sais pas, 15 ou 20 fois, à chaque fois que je l'entends chanter, et qu'elle arrête de chanter, mais que la chanson continue, je me fais avoir. Il y a un truc, tu vois, où il te capte, et en fait, ça m'a fait réaliser un truc dans le cinéma, c'est que l'instant est toujours beaucoup plus important que l'ensemble. C'est-à-dire que quand t'es bloqué dans l'instant, dans un scénario, tu peux croire n'importe quoi. Et c'est pour ça que quand il y a des films qui sont écrits en flashback, t'as quand même peur que le héros meure alors que c'est lui qui raconte l'histoire, en fait. Il y a quelque chose dans le cinéma qui est très beau sur ça, sur la manière dont fonctionne le cerveau humain, et c'est ce que David Lynch a exploré toute sa carrière, en fait, ce rapport de la mémoire court terme et la mémoire à long terme. Et il joue beaucoup avec la mémoire à long terme aussi. C'est passionnant de voir, en fait, comment dans Mulholland Drive, il fait des gros plans sur certains objets et il y reste longtemps pour que l'objet reste stocké dans notre mémoire. Et ensuite, lorsqu'il va réévoquer l'objet plus tard, ça fait revenir la scène où on a vu l'objet. Et donc, ça fait voir la scène de manière différente et l'impression de malaise peut sortir de là aussi. Et c'est assez fascinant de voir comme ça un artiste qui essaie d'explorer les limites de la narration. Et il y arrive parfaitement avec Mulholland Drive, mais tous les essais avant sont passionnants et tous les essais avant permettent de mieux comprendre Mulholland Drive aussi. Donc je conseille à tout le monde en fait d'aller tous les voir tout simplement. Voilà. Et Alors, c'est vrai que je me souviens par exemple à l'époque où était sorti Mulholland Drive de ma mère allant voir le film, je sais pas combien, 12 fois. Sérieusement? Une quantité de fois. Ah non, mais je t'assure. Et ma mère, du coup, parce que bon, du coup, moi par exemple, je fais partie de cette frange de la cinéphilie, on va dire, qui revoit beaucoup les films. Alors, est-ce que c'est lié au fait que j'ai aussi envie de participer à leur fabrication et que du coup, il y a aussi une envie d'en comprendre mieux les rouages, etc. Peut-être. Mais toujours est-il qu'il y a aussi une frange de la cinéphilie, en fait, qui voit les films une fois, qui en discute beaucoup, mais qui ne les revoit pas. Et de mémoire, j'ai jamais vu trop ma mère, par exemple, revoir des films. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle fait partie a priori de la première catégorie, de la deuxième catégorie, pardon. Par exemple, je l'ai jamais vu aller voir 2 fois le même film au cinéma, jamais. Et là, elle l'a revu, je crois, mais vraiment une dizaine de fois. C'était une dinguerie, et je me souviens qu'elle y retournait, genre avec des copines, etc. Enfin, qu'il s'est passé quelque chose autour de ce film, dans la cinéphilie en tout cas, qui a rendu les gens fous, vraiment. Un peu comme par exemple, toute proportion gardée, parce que du coup c'est pas du tout le même public, mais un peu comme Lost a pu rendre les gens fous au milieu des années 2000, sur toutes les interprétations possibles et imaginables, etc. qu'il y avait quand on regardait la série, où on se posait 1000 questions sur les murmureurs, les machins, les trucs. Et en fait, et le fait qu'un film comme ça soit capable d'exercer un tel pouvoir de fascination, soit capable genre de mobiliser autant d'énergie intellectuelle pour produire du sens et produire du signifiant,
ça te raconte aussi la puissance d'évocation de ce film, qui à mon avis en fait est assez unique dans l'histoire du cinéma, même si évidemment les grands films ont des puissances d'évocation très très grandes, mais celui-là se pose quand même vraiment là, aussi, pour toutes les raisons qu'a évoqué Arnaud là, et ouais, et du coup genre ça me donne envie d'ailleurs d'aller le revoir, hein, de t'entendre en parler. J'ai l'impression en plus vraiment dans notre génération qu'il a un statut particulier, c'est-à-dire que c'est le genre de choses qu'on peut entendre, c'est-à-dire si tu parles par exemple aux cinéphiles des années 50 et 60, ils ont Citizen Kane, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si tu parles après un peu plus tard, on va dire les cinéastes des années 80-90, ça va être Vertigo d'Hitchcock, tu vois, qui va prendre ce truc-là, et j'ai l'impression que Mulholland Drive pour notre génération, il a ce statut là en fait. Ouais, complètement. Ce truc comme ça d'objet complètement fascinant. Je crois que c'était Jean-Yves qui en parlait la dernière fois. Effectivement, pour nous, tu vois, lycéens, je pense, quelque chose comme ça. À l'époque, c'était le film qui a été un peu aussi le déclic du on peut faire autre chose avec le cinéma. En tout cas, on peut aller plus loin. Et oui, je comprends le revisionnage. Nous-mêmes, je pense que, enfin, je sais pas pour toi, Arnaud, mais à l'époque, on l'avait revu aussi parce que parce qu'il y avait plusieurs couches, notamment avec Jean-Yves qui participe souvent à ce podcast, on avait fait des schémas pour remettre l'histoire en ordre. On l'avait vu plein de fois. Enfin, c'était la folie, je me souviens, quoi. C'était vraiment. C'était sorti en quelle année exactement? 2001. En 2001, ouais. 2001, ouais. Ouais, c'est marrant parce que genre du coup, je me souviens, donc en 2001 j'avais 15 ans, et je me souviens que la première fois que j'ai vu le film, il y a des trucs que j'ai trouvé forts dans le film visuellement, mais le film avait quand même glissé sur moi et j'y comprenais pas grand chose. Et du coup, genre, je pouvais pas m'empêcher de penser que ta mère était folle. que ma mère pétait un peu les plombs à s'exciter autant sur le film. Mais c'est marrant du coup, genre, je sais pas à quel point c'est tout à fait un film d'adolescent, de jeune adolescent. J'avais 15 ans, quoi. Je crois que j'étais encore à un âge en vrai où bon, les trucs trop réflexifs, ça m'intéressait moins. Ouais, peut-être aussi. Hein, c'est une conjonction de différents paramètres également. Mais d'ailleurs, de tout ce que tu viens de dire sur Lynch, bah, ça m'a donné envie de revoir Inland Empire, qui, pour le coup, moi, il avait glissé sur moi, effectivement, quand je l'ai vu. Enfin, pas glissé sur moi, mais genre, enfin, je voyais qu'il y avait, je sais pas, des embryons de pensée, etc. Et c'est marrant parce que il y avait Justin Theroux dans ce film aussi. Et lui qui est énormément présent maintenant dans ma vie grâce à The Leftovers, et j'ai envie de me dire qu'il y a peut-être quelque chose que je comprendrais mieux maintenant, tu vois. Ouais, mais attends, Justin Theroux, c'était le mec de Jennifer Aniston, non? Oui, qui joue dans Mulholland Drive, dans Inland Empire, dans The Leftovers. Co-scénariste d'Iron Man 2. Pardon, non, je sais, oui. Okay. Et de Tropic Thunder. Ouais. Et de Tropic Thunder, ça c'est la classe. Okay. Mais ouais, donc... Iron Man 2, c'est pas la classe, hein, parce que c'est un gros bouse. Hein. C'est vrai. Mais le pauvre, il a eu des contraintes, c'est pour ça. Il a surtout un mauvais réalisateur. Quoi, c'était Jon Favreau, non, le 2? Ouais, T'aimes pas Jon Favreau? J'aime pas beaucoup Jon Favreau, pour être honnête, mais par ailleurs, je pense que c'est aussi son film le plus faible. Enfin, genre, Iron Man 1, ça tient quand même la route, et là, récemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Mowgli. Ouais, le livre de la jungle, non, je l'ai pas vu, ce film. Moi, j'ai bien aimé. C'était sympa, ça apporte pas grand chose par rapport au dessin animé. Non, mais je trouvais ça assez solide. Ouais. Et plutôt avec quelques idées sur la 3D. Juste pour clôturer David Lynch, est-ce que t'as commencé à voir la 3e saison de Twin Peaks ou pas? Non, alors, donc j'ai revu Fire Walk With Me, qui est le film que je trouve très très bon, et je trouve que Cheryl Lee, en Laura Palmer, est extraordinaire dans ce film. Et en fait, je suis en train de revoir la saison 1 et la saison 2 pour me les remettre en tête. C'est pareil. Avant de partir dans la saison 3. C'est pareil, sauf que j'ai pas commencé. Et en fait, Ludo m'a dit que la saison était quand même assez difficile à revoir. Alors je sais pas trop si la saison 1? Ouais, est-ce qu'elle est datée ou pas? Parce que ça me fait peur un peu de... Non, je suis pas d'accord. Là, moi j'ai fini la saison 1, je vais commencer la saison 2. Je sais pas ce que la saison 2 vaut. Dans mes souvenirs, elle était moins bonne que la 1, mais la saison 1, elle se voit toute seule, je trouve. Ok. Mais ça, du coup, ton avis est biaisé, en fait. Je sais pas pourquoi je te demande. Bon, je pense que c'est bon, non? Je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur ce qu'on avait vu dernièrement. On va peut-être parler du film de la semaine. Voilà, le film de la semaine, c'est Le jour d'après, donc pas... de Roland Emmerich, d'accord, de Hong Sang-soo, sorti le 7 juin 2017, donc officiellement en France.
Je vais vous lire rapidement le synopsis. Arum s'apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite maison d'édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme qu'Arum remplace. Leur liaison vient de se terminer. Ce même jour, la femme de Bongwan trouve une lettre d'amour. Elle arrive au bureau sans prévenir et prend Arum pour la femme qui est partie. Qu'est-ce que vous avez pensé de Le jour d'après ? Et du coup, Arthur, si c'est toi qui commences, tu es un peu obligé de dire que tu adores le réalisateur. Parce que c'est le disclaimer. Ah, mais alors, non, le problème en Non, fait, c'est que je peux pas. C'est pas du tout ça. C'est que moi, pour le coup, je vais être la personne dans la conversation qui connaît très mal le réalisateur. Alors, bon, et sachant que Hong Sang-soo a quand même fait déjà beaucoup de films, puisque c'est un type qui tourne, je crois, quasiment 2 films par an, là, en tout cas. Alors, il a fait 21 Juste pour films dire, en 21 ans. En 2017, on va avoir droit à 4 films de Hong Sang-soo. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, alors, du coup, 21 films en 21 ans, mais ça a l'air d'être quelqu'un dont le rythme de croisière augmente un peu continuellement. Et c'est vrai que j'en entendais parler un peu comme ça de loin. Moi, j'ai vu qu'un autre film en fait. Ah, mais j'ai Hong cru que Sang-soo, t'en avais plus, moi. Mais non, pas du tout en fait. Genre, je suis pas du tout un fan acquis à Hong Sang-soo depuis longtemps. Pour être honnête, je connais vraiment très mal son cinéma. Et voilà, mais toujours est-il que je me suis retrouvé à le voir à Cannes juste parce que je sais pas, parce que quelqu'un m'a filé des places. Et du coup, j'y suis allé. Et j'ai trouvé ça assez formidable. Alors, sachant en plus que quand j'ai vu le film, je l'ai pas vu à la toute première projection du film, et je sais que des gens en sortaient en disant oui, bon, c'est Hong Sang-soo, voilà, toujours la même musique. Rien de très original, ça tourne un peu en rond machin. Ouais. Bon, moi du coup je m'en foutais parce que genre Oui, tu connaissais pas. parce que voilà, j'y connaissais rien. Donc j'étais en mode bon, allons revoir, moi je m'en rendrais pas compte de toute façon. Et alors, je vais vous dire une chose, je trouve que le film est vraiment formidable. Et les gens qui ont vu beaucoup de films de Hong Sang-soo qui trouvent que ça tourne en rond, peut-être que ça tourne en rond, mais ça tourne très joliment en rond quoi. J'ai trouvé le film hyper fort en fait. Hyper fort parce que formidablement bien écrit. C'est-à-dire, je trouve que c'est d'une très 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 grande finesse psychologique. C'est un film qui s'attaque en plus à un sujet pas évident, qui est grosso modo la lâcheté masculine dans les relations amoureuses, et donc la veulerie un peu comme ça masculine. Ce qui en fait un film assez dur à voir pour un homme. Parce qu'il y a des effets miroirs un peu en permanence. En tout cas, ça a été le cas pour moi en voyant le film. C'est-à-dire que genre on voit un peu toutes les bassesses qu'on a pu être amené à faire dans sa vie, dans ses relations amoureuses, et ouais, c'est un peu dur de voir du coup un personnage quand même assez détestable à bien des égards faire tout ce qu'il fait et en même temps être en empathie avec lui malgré tout parce que c'est le héros du film et que c'est bien écrit et que en fait il y a quand même de bonnes raisons d'être attaché à ce personnage dans le récit. Et voilà, j'ai été vraiment très 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 capté par le film. Je trouve que les personnages féminins sont extraordinaires. C'est-à-dire que genre c'est un film. Franchement, je pense que c'est un film dont on peut dire que dans l'année il y aura pas de performance de comédiens et en particulier de comédiennes aussi spectaculaire que dans celui-là, puisque du coup c'est enfin pour raconter un tout petit peu l'histoire du film, c'est un drôle, c'est presque une sorte de vaudeville, mais à la sauce coréenne pointue et un peu intello, puisque finalement c'est l'histoire d'un gars qui en gros tient une maison d'édition, qui en fait s'est mis à fricoter avec une de ses assistantes, et il se trouve que sa femme se met à subodorer qu'il la trompe au moment en fait où cette assistante s'est barrée parce qu'elle trouvait que c'était trop compliqué de vivre avec, enfin d'essayer de construire une relation amoureuse avec cet homme vu qu'il était marié et puis qu'il avait l'air d'être toujours un peu fuyant, retors, enfin voilà quoi, à louvoyer. Et si bien qu'en fait une nouvelle assistante arrive et elle est accusée à tort par par la femme du personnage principal d'être la maîtresse de ce mec. Et donc voilà, et donc du coup il y a tout le film se construit autour de ce quiproquo et donc de c'est même plus un triangle amoureux, du coup c'est un carré amoureux.
Et le film est hyper puissant. Est hyper puissant à l'endroit du récit, dans sa capacité par exemple à construire des scènes très complexes sur le plan psychologique, euh, mais qui s'étire énormément dans le temps. En fait, c'est vraiment, enfin, pour le coup, pour donner un tout petit peu, parce que je sais qu'Arnaud veut parler du dispositif un peu, de la manière dont le type tourne, etc. Mais pour donner un peu une idée, c'est quand même que des plans séquences, quasiment, je crois. Et des plans séquences un peu particuliers, puisque c'est quand même quasiment tout le temps des gens qui discutent, et qui discutent attablés. Donc du coup en fait on est de profil à eux un peu en permanence et on passe d'un personnage à l'autre. Le Hong Sang-soo du coup utilise un zoom et il se rapproche d'eux, il s'en éloigne, etc. Et donc du coup il va comme ça isoler des éléments dans l'image, mais toujours dans le plan séquence. Si bien que du coup en fait c'est pas un film, pour le coup c'est que des plans séquences anti-spectaculaires. C'est-à-dire que c'est pas du tout des plans séquences comme on a l'habitude d'en voir, qui sont des performances de metteur en scène. Ouais. Là c'est plus en fait des plans séquences où lui ce qui l'intéresse c'est de construire du temps et de le sentir tout de suite. Et en même temps, parfois il a envie d'être plus près d'un personnage que d'un autre, ou il a envie de se focaliser sur les mains plutôt que sur le visage, ou tout à coup il a envie en fait de mettre tous les personnages dans le même plan. Et donc en fait il va découper à l'intérieur du plan séquence d'une certaine manière. Grâce au zoom. Grâce au zoom. Et c'est bien que du coup ça donne même au zoom une essence très particulière, puisque c'est vrai que le zoom d'habitude c'est quelque chose qu'on utilise de manière très expressive, parce que c'est très visible un zoom. Enfin, je veux dire, il y a plein de types de zoom différents, mais on pense au zoom chez Tarantino, on pense au zoom du coup chez Léon, mais qui est à l'origine des zooms aussi chez Tarantino. On pense au zoom années 70 de suivi, où alors tout à coup on va se focaliser, on va s'approcher dans l'image de quelque chose, etc. Donc il y a toute une typologie comme ça, des zooms expressifs dans l'histoire du cinéma. De soap opera en fait aussi, tu vois. Ouais, absolument, non mais absolument. Spécialement dans ce film-là en plus. Et c'est ça, et du coup c'est vrai que le zoom est quand même un geste de cinéma très expressif, très visible en fait. Ce qui est la grande différence avec le travelling en fait. C'est-à-dire qu'un travelling bien placé, on peut ne pas le remarquer. Oui, avec un bon rythme. S'il épouse c'est ça, s'il est dans le bon rythme, au bon moment dans le récit, pour épouser la bonne émotion chez un personnage par exemple, en fait on ne va même pas se rendre compte qu'il y a un mouvement de caméra. Alors qu'un zoom, tout à coup, il y a quelque chose de... Regarde, faut que tu te focalises sur ça. Aussi parce qu'il y a un changement focal. C'est-à-dire que, par exemple, quand on zoome en avant, on change de focale et littéralement, on écrase la profondeur de champ pour se focaliser sur un élément dans l'image. Et du coup, là, ce qui est assez drôle, c'est que au début, on commence à voir des zooms dans le film et on s'interroge sur la nature de ces zooms. En tout cas, moi, qui ne connais pas du tout genre la méthode de Hong Sang-soo et tout. Et puis très vite, je me rends compte que, en fait, c'est pas des zooms par lesquels il essaie de produire des effets de sens forts. Non, en fait, c'est juste que tout à coup, dans sa scène, à ce moment-là, d'un déploiement narratif, il a envie d'être plus sur un tel, plus sur quelque chose, etc. Et j'ai trouvé ça, en fait, assez fort. Et assez... Enfin, très singulier. J'avais jamais vu un truc de cet ordre. Et finalement, en fait, assez juste parce qu'il arrive, ce faisant, à combiner tout à la fois une très 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 grande finesse à l'endroit des durées dans les séquences. C'est vraiment un mec qui invente du temps. C'est un truc que je trouve toujours intéressant. Peut-être que j'avais déjà dit dans un podcast que je radote parfois avec ça. Mais c'est Danet qui disait un truc hyper intéressant. Il disait que le cinéma c'était de la distance et c'était du temps. Et que pour lui les grands cinéastes c'était surtout des cinéastes qui inventaient du temps. C'est-à-dire qui en gros avaient un rapport à la temporalité qui n'appartenait qu'à eux. Une musique quoi. Comme une musique. Et vraiment, genre, quand j'ai vu le film de Hong Sang-soo, sachant que vraiment je le connaissais très mal, j'avais vu un film de lui avant, mais il y a 5 ans, je m'en souvenais pas si bien. J'avais bien aimé d'ailleurs dans mon souvenir, mais je m'en souvenais pas si bien. Et je me suis dit, waouh, c'est un cinéaste absolument singulier. Je sais que ses films ne ressemblent absolument qu'à lui, et je sais que c'est juste, en fait. C'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que je sais que quand il filme ces gens-là en Corée, il filme quelque chose d'absolument juste. Et j'ai pas besoin de connaître la Corée ou d'y avoir voyagé pour savoir qui me raconte quelque chose de très précis sur ces gens-là. Et en fait, j'ai trouvé le film, du coup, vraiment passionnant, pour cette raison. Et après, on pourra en discuter genre plus en détail, en rentrant plus précisément dans le récit. Mais ouais, c'était très fort pour moi, du coup, parce que j'avais l'impression de découvrir un grand cinéaste, en fait. Alors,
voilà, à nouveau, c'est pas une découverte, en fait, beaucoup de gens le disaient déjà, mais c'était assez fort parce que ça arrive pas si souvent, en fait, de découvrir à ce point sur le tard, quand on est cinéphile, une cinématographie comme ça, quoi. Ouais, Voilà. bah, je vais prendre le côté de la personne qui en a vu deux, trois autres et je vais te dire qu'effectivement, je comprends les gens qui sortaient de ce film en te disant c'est un peu la même chose, parce qu'en fait, il y a cette espèce de toujours de quadragénaire dans un triangle amoureux ou enfin dans quelque chose comme ça dans ces films. Donc clairement, celui-ci répond totalement au sujet. Sauf que là, le mec travaille pas dans le cinéma mais travaille dans une maison d'édition. Et en fait, tu sens que c'est autobiographique. Et en fait, j'ai appris que Hong Sang-soo a quitté récemment sa femme pour Kim Min-hee qui joue à Rome, l'actrice qui joue à Rome en fait. Donc si tu veux, D'accord. je crois qu'en Corée genre ça fait le closer de Corée, tu vois. Et donc voilà, forcément on ne peut que se dire que ce film est autobiographique. Après, alors Alors, même si ce qui est drôle, c'est que du coup, le ouais, personnage elle de n'est pas Aaron, du tout la maîtresse pour le coup. exactement, c'est ça. Et donc juste pour dire, en fait c'est devenu ces dernières années l'actrice fétiche de Hong Sang-soo, puisqu'elle joue dans tous ses films depuis 2-3 ans. Et il va jouer d'ailleurs dans Ce qui tous fait les un films paquet, de déjà, tous ses 2017. films depuis 2-3 ans. Et c'est ça. Et on la connaît déjà, puisque l'année dernière on l'avait déjà vue dans une super performance dans Mademoiselle de Park Chan-wook. Voilà. Et Elle est alors, épatante. du coup, je sais pas à quel point on va empiéter sur le truc, mais j'ai besoin d'en parler parce que voilà, le film il est en noir et blanc numérique. Tu l'as dit, il y a des plans fixes, etc. Et moi, il y a un truc que j'aime bien dans ce minimalisme en fait de mise en scène, parce que ça t'oblige plus en fait à te recentrer sur les personnages. Parce que c'est effectivement du vaudeville. En fait, on est presque dans du théâtre, en fait, au final, tu vois, où on a des personnages qui évoluent et alors, mais c'est marrant parce que aussi, je trouve qu'on est un peu désaffecté par la mise en scène dans le sens où en fait, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire effectivement, on pense à nous dans une telle situation, mais personnellement, j'ai pas non plus ressenti énormément d'empathie pour ces personnages-là. Et donc c'était assez intéressant. En fait, je pense que sa volonté, et notamment par le montage, parce qu'il faut savoir que le montage est un peu désorganisé, ça vient pour moi du fait que le mec dit, bon, vous savez tous comment ça marche en adultère. Ok, il y a des petits mensonges, vous savez comment on se comporte avec ou sa femme ou sa maîtresse, etc. Donc peu importe en fait l'ordre dans lequel je vais vous donner, vous saurez faire le puzzle qui est assez facile à faire. Mais du coup, en faisant ça, bah voilà, on a plus cette façon de se mettre vraiment. C'est bizarre du coup, parce que c'est techniquement la définition de l'empathie, se mettre à la place de quelqu'un. Mais du coup, on se met à la place de quelqu'un, mais on s'en fout quand même un peu de ce personnage, tu vois. J'apporterai une toute petite nuance à ça quand même. Parce que je comprends totalement ce que tu veux dire et sur le personnage principal, donc le personnage masculin. Même si en fait le film opère quand même. Opère en fait en dernière instance, mais je veux pas spoiler trop non plus, hein, mais opère en dernière instance en fait un peu un revirement de personnage principal, puisque on ne finit pas le film avec le personnage principal, on finit le film avec un autre personnage qui est un personnage essentiel du récit, qui est un personnage sur lequel on projette à mon avis beaucoup plus d'empathie et dans lequel on peut se reconnaître beaucoup plus, qui est en fait le personnage interprété parce que en fait et voilà ce que j'allais dire en fait aussi, le truc intéressant aussi dans ce film par rapport aux autres films donc Sang-soo, c'est que le triangle amoureux, on y rajoute un observateur en fait, un observateur actif en gros, qui est cette espèce de nouvelle assistante qui n'a normalement rien à faire là. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup plus facilement de l'empathie. C'est comme nous, elle est un petit peu une observatrice, sauf que bon, elle se prend une gifle de la part de la femme du personnage principal. D'ailleurs, je connais plus du tout son nom. Et je pense que c'était la chose originale et très intéressante dans ce film d'avoir mais tu sais, Kim Min-hee qui joue ce rôle-là. mais tu sais, je vais te dire une chose. En fait, je pense. Bah, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il est tout à fait possible que quand le scénario a été écrit, en fait, le film s'ouvrait sur elle, arrivant dans la maison d'édition.
En tout cas, ce que je pense, c'est que je pense pas que c'est une décision prise au montage, tel qu'on le voit, a été écrit exactement dans cet ordre. Je pense qu'il y a de l'écriture au montage aussi, dans la manière dont les séquences sont agencées. Pour en parler, enfin, le zoom, on va revenir un peu plus tard sur ça. Ouais, mais le zoom, c'est du montage en fait. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que il brise son plan séquence avec ce zoom. Arnaud, tu voulais intervenir? Oui. En fait, du coup, sur ce film, je fais un peu office d'expert parce que j'ai regardé hier sur IMDb, j'en ai vu 16 de ces films. 16. 121, c'est même beau. Et c'est vrai que c'est toujours absolument la même chose. Mais qu'en même temps, c'est ces variations qui sont assez passionnantes à suivre. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un de ces films qui sort, bon, il y en a certains que j'ai loupé, mais j'y vais plutôt avec plaisir. Et en fait, je suis vraiment, ça va être un podcast un peu marrant parce que je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit tous les deux. Et j'aimerais un peu embrayer sur ce que tu viens de dire, Areski, sur ce rapport à l'empathie, parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Hong Sang-soo, et c'est son humour. C'est-à-dire, il y a toujours énormément d'humour dans ses films. Mais, c'est un humour particulier parce que dans ces films, on ne rit pas avec les personnages, mais on rit des personnages. C'est toujours un espèce, et comme image, en fait, pour moi, Hong Sang-soo, c'est un peu ce type assis tout seul à une table de café qui observe les couples qui se disputent à côté et qui ricanent. Il fait, et, il y a quelque chose de ça, mais en même temps, ce qui est marrant, c'est qu'il ricane aussi un peu de lui-même, puisque, comme tu l'as dit, on sent aussi tout ce côté autobiographique, c'est-à-dire qu'il prend du recul sur lui-même. Et en fait, ce recul, c'est exactement la place qu'il veut donner au spectateur. C'est-à-dire, comme tu dis, il utilise tous les procédés possibles pour essayer de briser un petit peu cette identification au personnage. Il veut qu'on reste extérieur et qu'on juge les personnages depuis la caméra où on est. Et c'est ce qu'il fait avec tout, quoi. C'est notamment pour ça comme tu dis, Areski, qui déstructure son récit, c'est-à-dire qu'il y a un petit puzzle tout simple à remettre en place, mais le fait de devoir remettre ce puzzle, ça fait que tu dois être actif et donc un petit peu prendre un pas de recul par rapport au film pour pouvoir remettre toutes les choses en place et garder cette position d'observateur en fait que tu dois avoir en fait pour regarder le film, quoi. Et voilà, mais en fait, ouais, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que dans sa filmographie, celui-là, ça fait partie des bons films, clairement. Moi, je crois que c'est le meilleur que j'ai vu de lui en tout cas. Mais bon, après, il n'y en a pas énormément. Ouais. Mais les acteurs sont vraiment très bons. Il y a des choses qui sont très coréennes. Je vais même aller plus loin sur les acteurs. Hein. Oui, dis-moi. Sur les acteurs, je vais même aller plus loin. J'ai pas vu le film avec Diane Kruger. Mais je mets mon billet que les comédiennes du Hong Sang-soo méritaient plus le prix d'interprétation que Diane Kruger. Je mets mon billet. C'est vraiment, je trouve que leur performance est exceptionnelle. Ouais. Donc on t'invitera pour parler du Fatih Akin et on verra si ta prédiction est exactement. Je vais rétro-pédaler ensuite. Après, en termes pas émotionnel, mais le film au début est assez oppressant en fait, parce que il y a pas du tout d'humour au tout début du film. Et assez rapidement, justement, dès que le quiproquo arrive, voilà, en fait, on détend le spectateur parce qu'on se dit, ok, finalement, ça va être un peu plus léger que ce qu'on pense, parce qu'au début, ça commence vraiment comme cette espèce de drame, de mec qui est perdu, tu sais, qui pleure après son jogging, etc. Mais une fois qu'on a le premier rire, je pense, du spectateur, ensuite on continue à le garder dans la légèreté, l'observation pure, et donc c'est plutôt plaisant. Non, oui, c'est tout à fait juste. Enfin, pour revenir sur cette histoire aussi parce que je vois bien comment on pourrait être tenté assez rapidement de dire. Oui, bon, Hong Sang-soo, super scénariste, directeur d'acteur formidable, formaliste plus discutable. Mais à nouveau, vraiment, ça me semble important d'insister sur cette histoire de temps parce que genre, il y a un truc que j'aime bien du coup chez ce mec, c'est que il y a un côté super pragmatique chez lui dans la manière de déployer son récit. C'est-à-dire ce besoin de sentir les durées. C'est vraiment quelque chose. Il y a plein de plans sur des horloges en plus. Mais c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que je sais à quel point c'est dur. La question du rythme au cinéma est une des questions les plus complexes qui soient. Et évidemment, les grands cinéastes ont une musique en eux qui fait qu'ils arrivent en fait à inventer déjà des durées même dans leur tête au montage et à savoir en amont en fait un peu à quoi va ressembler la temporalité de leur film.
Mais ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il y a il y a presque quelque chose de besogneux qui me touche dans le film et dans la manière de construire du temps. Il y a quelque chose sur cette manière de rythmer ses plans. Alors c'était parce qu'en fait, ce qu'il y a avec les films de Hong Sang-soo, donc je vais peut-être pas être très précis, je me souviens d'énormément de scènes et je suis pas toujours capable de les relier à un film en particulier vu qu'ils se ressemblent tous un peu. Mais je crois que c'était dans Matin calme à Séoul où il y a plusieurs plans, séquences forcément, où en fait des gens parlent autour d'une table et au début du plan ils commandent à manger, à la fin du plan le livreur arrive pour donner la nourriture et donc le plan se finit sur cette nourriture qui arrive et qu'on commence à partager, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, ça donne, il veut donner une impression de flottement, peut-être limite des acteurs qui improvisent et qui savent plus improviser, mais tout c'est réglé comme du papier à musique, c'est-à-dire que toutes ces questions de flottement, toutes ces questions de c'est vraiment quelque chose d'intentionnel pour pouvoir créer, et même il y a des durées qui parfois sont très artificielles, et je pense par exemple à un des plus beaux plans du film qu'on a déjà évoqué, le moment où la femme de l'éditeur arrive et en fait accuse la nouvelle employée d'avoir une liaison avec son mari. En fait, dans une situation normale, cette fille qui est accusée, mais ça fait longtemps qu'elle se serait barrée. Mais en fait, le fait qu'elle reste là, c'est justement ce qui est intéressant, c'est jusqu'à quel point il peut faire monter le malaise. Et donc l'humour. Et d'ailleurs, il y a cette séquence, et il y a même, en fait, quasiment une des séquences, c'est quasiment la séquence introductive, qui est, en fait, au tout début du film, il est en train de prendre son petit-déj chez lui avant d'aller au boulot, et en fait, sa femme se met à lui parler, à lui dire, tiens, t'as maigri, machin, puis t'as l'air un peu, genre, je sais pas quoi, fatigué, tu te lèves tôt, etc. Et elle finit par lui dire, en fait, tu me trompes. Genre, qu'est-ce que tu vois? Et là, se déploie à partir de là une scène, mais qui dure, ça doit durer bien 2 minutes, où en fait, elle essaie de lui tirer les verres du nez. Lui, c'est pas exactement bien quelle stratégie adopter. C'est-à-dire que genre, il arrête pas de rire à ce qu'elle lui dit. Mais sans nier vraiment, sans non plus genre reconnaître quoi que ce soit. Et il y a une sorte de malaise comme ça, genre qui s'installe entre les deux. Où on sait pas bien si on doit rire, si on doit être terriblement gêné, etc. Et ça dure une éternité, c'est-à-dire la durée est artificielle ici, et en même temps, et c'est là que c'est fort, c'est que c'est un tel directeur d'acteur qu'il réussit à faire passer des durées, mais vraiment, mais exceptionnelles, quoi. Enfin. Et puis cette manière, cette précision sur les dialogues, c'est-à-dire tous les menus mensonges qui ressortent, c'est-à-dire au début, il y a la femme qui lui dit, t'as perdu du poids, pourtant tu fais plus de sport. Et dès qu'il sort, en fait, il sort beaucoup plus tôt pour aller à sa maison d'édition et tu le vois faire un petit footing, c'est-à-dire même le sport, il le fait en cachette de sa femme, tu vois, pour pas qu'elle voit qu'il a envie d'être un peu plus séduisant pour sa maîtresse. Ou en fait, plus tard, quand il parle de sa maîtresse, il dit mais ça fait de toute façon cette maîtresse, tu la connais pas, ça fait un mois que je l'ai pas vue, j'ai pas essayé de la recontacter. Et quand il la revoit plus tard, il lui dit mais tous les jours je t'ai appelé, tous les jours je t'ai et il y a tous ces petits trucs comme ça qui viennent en contradiction de ce que les personnages n'arrêtent pas de mentir, quoi. C'est ça qui est Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, évidemment, c'est un grand menteur, c'est-à-dire qu'il a quelques grands mensonges qui habitent sa vie et avec lesquels il doit composer. Et en même temps, il passe aussi son temps à faire vraiment plein de tout petits mensonges. Sur plein de toutes petites choses où il se dit, il sait que c'est déjà la merde dans sa vie, et en même temps, et en fait, on pourrait presque considérer que, franchement, ajouter un petit mensonge là-dessus, ça n'a aucune utilité dans la mesure où c'est déjà tellement la merde. Ouais, autant de simplifier ta vie, quoi. Allons-y, quoi. Oui, c'est ça. Et en même temps, et c'est là, en fait, où, par exemple, à titre personnel, j'arrive à me reconnaître là-dedans, c'est que, je pense pas du tout être un grand menteur comme l'est le personnage principal, mais par contre, je vois bien comment ça peut m'arriver dans tout un tas de situations, de faire des petits mensonges, tu sais, ces petits mensonges où tu t'arranges avec la réalité. Non pas que genre ce serait grave de dire la vérité, mais simplement parce que genre dire la vérité générerait par exemple un tout petit conflit ou un truc comme ça, tu dis à quoi bon m'emmerder avec ça. Sauf que le problème c'est que en faisant ça, du coup, l'accumulation parfois genre de 2-3 petits mensonges comme ça, genre fait que quand la vérité éclate, et elle finit souvent par éclater malheureusement, et bah ça prend des proportions invraisemblables. Et il y a une séquence extraordinaire genre sur ça dans le film, qui est d'ailleurs la séquence de première confrontation avec la femme, où il y a une séquence extrêmement longue où il y a donc ce quiproquo avec l'assistante qui vient d'arriver, et il y a toute une longue conversation comme ça où en fait elle essaie de savoir mais qui est cette autre femme, qui est cette autre assistante dont supposément il lui parle, si c'est pas avec cette assistante là qu'il l'a trompée, etc. Et où lui se met genre dans la conversation à distiller des petits mensonges qui finissent par lui répéter au nez, etc. Ce qui du coup genre décrédibilise encore plus la vérité.
À savoir que en fait, il ne l'a bel et bien pas trompé avec cette jeune assistante qui est dans la pièce. Et le film est très 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 fort et retort comme ça sur le plan narratif dans sa capacité à complexifier la scène à mesure qu'elle progresse et à parfois opacifier des choses vraies que dit le personnage simplement parce que genre il dit des toutes petites choses fausses pour pour arrondir les angles quoi. Et ça je trouve ça assez fort. Enfin je trouve ça très très fin quoi dans la manière dont ça se déploie. C'est vrai. Il y a un truc qui m'a un peu gêné, j'avais l'impression qu'il allait commencer à explorer une piste du fait religieux ou quelque chose comme ça parce que Arum est croyante. Et tous les autres personnages non. Et à un moment j'étais en train de me dire est-ce que de façon de dire que les gens comment dirais-je se servent de la religion, donc du personnage de Arum quand ils sont en crise ou des choses comme ça. Mais enfin du coup j'ai pas. Mais il y a pas eu de conclusion vraiment, ou en tout cas d'élaboration sur ça, donc je sais pas trop où est-ce qu'il voulait en revenir. Je crois que c'est je crois que c'est surtout on en a un peu parlé avec Arthur de ça justement hier et j'ai l'impression qu'il y a surtout un rapport de domination, c'est-à-dire que quand elle lui dit mais en fait dans les milieux intellectuels comme celui dans lequel on travaille, quand on est croyant les gens nous prennent toujours un peu de haut. Et là il y a l'éditeur qui lui répond oui c'est vrai. Et en fait, c'est aussi parce que le truc qui est marrant, c'est la seule qui est religieuse, c'est la seule qui a rien à voir avec toute cette histoire. C'est la seule qui est sincère. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se sert de cette religion surtout pour parler de ce rapport de comment les intellectuels peuvent utiliser leur culture en fait pour oppresser un petit peu les gens autour, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais là encore, tu vois, même pour voir ça et pour définitivement dire que c'est ça et pas autre chose, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque sur ça. Ce qui est dommage parce que typiquement, quand la discussion de la réalité et l'illusion s'est lancée, j'étais totalement dedans, tu vois. D'ailleurs, c'est un film quand même assez immersif, justement, encore une fois, par le minimalisme de la mise en scène et le fait que forcément on soit un peu appendu aux lèvres des gens parce qu'on attend de savoir ce qu'ils vont dire et on est vraiment dedans. Mais justement, dès que ça va dans les discours philosophiques, j'étais dedans, mais je sais pas très bien ce qu'ils voulaient, en quoi ça se reflétait dans le film en fait. Tu vois? Enfin, j'ai peut-être des pistes, mais je sais pas. Mais non, je sais pas, parce que là aussi, j'ai l'impression, en fait, j'aimerais aborder des trucs, notamment la scène de fin et tout. Bon, on va dire que vaut miam, et ensuite on va être en mode full spoiler. Déjà, j'ai l'impression qu'on a quand même vachement spoilé. Ouais. On a pas mal spoilé, ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être passer à... moi, je mettrais 4 miam. Moi, je vais mettre 3 miam. Moi, je vais mettre 3 miam et demi. Voilà. Très bien, on a une belle pondération. C'est pas mal, attends, ça fait quoi? Ça fait 13 sur 20? Ouais, c'est pas ouf. C'est pas mal, pas ouf. C'est pas mal. Bah, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que j'ai plein de choses que j'ai aimées, mais c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Pour moi, c'est du bon Romer, sachant que je déteste Romer, tu vois. donc 3 miam. Ok, ouais, allez, on passe en spoiler pour les gens qui ne veulent pas savoir comment ce film se finit. Dis-nous, tu allais te lancer, j'imagine, sur la fin avec Arum qui revient peut-être, non, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, il y a une scène mais vraiment que j'adore à la fin, c'est-à-dire que on imagine plusieurs mois plus tard, Arum revient dans cette maison d'édition et donc il faut rappeler qu'elle s'était fait virer de cette maison d'édition après une seule journée. Et la scène où elle se fait virer aussi est assez géniale. C'est une folie. Parce que c'est extrêmement gênant. On la voit venir à des kilomètres et il met longtemps à le lui dire. Et j'étais à côté d'Arthur dans la salle et j'arrêtais pas de me marrer en anticipation parce que j'étais super gêné en fait. C'était. Mais c'est intéressant que le personnage d'Arum d'ailleurs dans la scène où elle se fait virer, elle le laisse pas s'en sortir comme ça en fait. Parce que tu vois, elle lui dit non mais attendez, je vous ai dit que j'allais y aller, j'allais partir en fait. C'est vous qui m'avez supplié de revenir et là on en revient sur les petits mensonges horribles de ce gars, sa lâcheté complète de dire oui mais non mais peu importe qui a dit quoi, mais non pas peu importe, je suis désolé, vous m'avez supplié de revenir. Donc c'est quand même assez intéressant que ce soit un personnage qui au final paraissait subordonner une subalterne du patron, qui quand même, tu vois, prend son dernier stand
avant de quitter la maison d'édition. Il y a aussi un truc qui est marrant, c'est-à-dire qu'il arrête pas de nier que cette fille qui vient d'arriver, elle est nouvelle, qu'il y a rien entre eux absolument, etc. Mais il faut dire un truc aussi, c'est qu'il passe la journée à la dragouiller quand même. Ouais. Il y a un peu de flirt. Au restaurant ou à donc. Non mais c'est-à-dire ce qui rend aussi le personnage principal assez détestable à bien des égards, c'est qu'en fait c'est un prédateur. Alors c'est un prédateur intello, c'est pas un prédateur violent, etc. Mais c'est un prédateur. Enfin, je veux dire, c'est un homme qui ne pense qu'à une chose, c'est séduire des femmes et les mettre dans son lit, quand même, peu ou prou. Oui, parce que. Ouais. Et d'ailleurs là où je trouve que le film est assez fort, c'est que le film te raconte quand même que quand t'es un homme et que t'es un fumier, t'as quand même d'assez grandes chances de t'en tirer à bon compte. Parce que le personnage en fait s'en tire plutôt bien de toute cette histoire, puisqu'il finit quand même en plus par gagner, enfin non seulement genre il s'est sorti un peu de toutes ces histoires, etc. En plus de ça, il a fini par gagner un prix littéraire. Donc c'est-à-dire que genre la fin se termine comme ça sur une sorte d'accomplissement personnel dans sa vie. Même si, alors, et c'est là qu'on pourrait un tout petit peu tempérer, ou en tout cas c'est là qu'à mon avis la fin est un peu ambivalente sur le personnage principal. C'est un personnage qui s'est sorti de tout le merdier qu'il avait créé. Non mais surtout aussi ce qu'il faut rajouter, c'est que il y a des conséquences à ces actions, mais que les conséquences sont pour les femmes en exactement, fait. C'est ça. C'est dans ce sens-là où je voulais dire qu'il s'en tire toujours à bon compte. C'est-à-dire bien que sûr. Sa maîtresse, on s'est barré, on sait même pas ce qu'elle est devenue, etc., etc. Arum, elle a perdu son taf. Arum, elle a perdu son taf. On apprend qu'elle bosse à mi-temps, qu'elle essaie d'écrire, mais que ça marche pas sur elle. Et puis sa femme, c'est un peu le dindon de la farce. Oui, exactement. Non mais complètement. Complètement. Et en même temps, et c'est là où malgré tout, la fin est quand même un peu ambivalente sur le personnage principal, même si c'est quand même une fin qui dit que le personnage s'en est tiré à bon compte sur tout ça. C'est que finalement, à la fin, donc il finit par en fait revenir vers sa femme, où il explique du coup à Rome dans une sorte de longue discussion finale que voilà, genre je sais pas quoi, hein, il s'était mis à vivre avec du coup cette assistante. Non mais attends, parce que là aussi, et je voulais en venir là justement sur cette dernière séquence, c'est qu'il y a un truc super intéressant, c'est que quand Arum revient, oui, bien sûr, il l'accueille et en fait il lui pose exactement les mêmes questions que dans la séquence où il l'accueillait dans le magasin. Il lui parle de ses parents et en fait à ce moment-là il se passe quelque chose d'un peu étrange personnellement dans ma tête. J'étais en train de me dire, comme on a pu le voir dans d'autres films de Hong Sang-soo, est-ce que c'est une variation? Est-ce qu'on reprend l'histoire pour essayer de raconter ce qui aurait pu être différent? Parce qu'il y a quelques variations et au bout d'un moment, t'as le personnage d'Arum qui le laisse un petit peu continuer sa rhétorique de reprendre, de la dragouiller d'ailleurs de la même manière où on sent qu'en fait c'est un schéma qui répète tout le temps. Et là, il lui dit, mais en fait, vous vous souvenez pas de moi, c'est ça? Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment plusieurs mois plus tard qu'il ne se souvient plus de cette femme, que pour elle, cette femme, il y a eu énormément de conséquences à tout ça, c'est-à-dire que... pour lui, c'était rien. Et pour lui, c'était rien, il ne se souvient même pas de cette femme. C'est ça. Et il y a un truc assez génial dans la manière dont il fait cette scène, pour moi, c'est vraiment... C'est-à-dire que la scène est très habilement construite, parce qu'en fait, elle commence... Et de fait, en fait, moi, au début, c'est marrant, parce que je me suis dit... Waouh, la séquence commence et je me dis, attends, en fait, il a l'air de pas la reconnaître. Et puis en fait, la séquence dure si longtemps sur cette question-là que en fait, pour le dire en un mot, en fait, le personnage principal féminin, en fait, a l'occasion à plusieurs reprises de dire, mais attendez, en fait, vous vous souvenez pas de moi. Elle le dit pas. Du coup, là, on se met à se dire, attends, non, en fait, on doit être dans une dimension parallèle où en fait leur rencontre se serait passée différemment dans d'autres circonstances, et du coup on va conclure le film sur peut-être qu'en fait il existait une autre manière réalité possible à cette histoire. Cette et en fait on est de nouveau pris à contre-pied par le fait que non il se souvient bel et bien pas d'elle. Ce qui est, t'as raison, est très fort. Mais surtout du coup ce que je voulais dire sur la fin de cette séquence, c'est que en fait on se rend compte donc qu'à la fin il est retourné vers sa femme. Et en fait, ce qui est malgré tout un peu triste pour ce personnage-là, c'est que du coup, il n'a pas vécu avec la seule femme qui acceptait toutes ses bassesses et sa lâcheté. C'est-à-dire qu'en fait, cette première assistante avec qui il a eu une relation amoureuse, on comprend à un moment donné dans le film, au gré des scènes qu'il y a entre deux, que en fait, elle a parfaitement conscience de son immense lâcheté, de ce qu'il y a de veulerie en lui, mais elle revient vers lui. Mais elle l'aime quand même. Et plus que ça, on finit aussi par découvrir dans le récit qu'en fait, elle-même est assez retorse. C'est-à-dire qu'elle a un rapport au monde assez retors.
Et du coup, c'est la femme idéale pour lui. C'est-à-dire que c'est celle qui l'accepte tel qu'il est, qui peut l'aimer tel qu'il est. Et finalement, le drame de ce personnage, même si c'est un drame très sourd dans la fin du film, c'est en fait de ne pas être avec cette femme en dernière analyse, précisément aussi parce qu'en fait il ne considère pas les femmes, il a aucune considération pour les femmes. C'est-à-dire que genre ouais, les femmes c'est juste des objets assez durs. Alors c'est là que c'est et pas des êtres humains qui peuvent lui apporter bel et bien quelque chose. Alors c'est là que je viens d'intervenir. Toutes les femmes non, sauf sa fille, parce qu'en fait justement s'il est revenu vers sa femme, c'est parce que sa femme est venue avec sa fille chez sa maîtresse au bout d'un mois, et c'est pour ça qu'il a décidé de revenir vers ça, il explique. Et du coup, et sa fille d'ailleurs qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire qu'il parle tout le temps de montrer ses photos à sa maîtresse d'ailleurs, mais on la voit jamais, et on a l'impression, mais en fait c'est encore plus égocentrique parce que quelque part dans sa fille il y a de lui, tu vois. Et du coup, ouais, c'est vrai. Ouais, une façon de dire que la seule chose qui peut le faire changer de comportement, c'est juste c'est lui-même. Une partie de lui, ouais. Oui, c'est se faire absorber par lui-même. Ou par quelque chose de coextensif à lui. Ouais, mais parce que sinon, si tu es vraiment extérieur, tu n'es qu'un obstacle dans sa... Enfin, pas un obstacle, mais genre, oui, je sais pas, une variable, quoi. Parce que, effectivement, quand même, on aurait tendance à se dire si quelqu'un s'était pris une gifle à cause de toi, quelqu'un d'innocent, tu t'en souviendrais quand même de cette journée-là, tu vois, pendant quelques temps, mais pas du tout. Parce que c'est même pas dit que d'ailleurs, à la fin de cette dernière scène, il se soit rappelé d'elle à cause de la gifle, parce qu'on entend la voix de sa femme derrière, qui veut commander chinois. On sait pas qui est cette autre personne. Pas sûr que ce soit sa femme. On me faisait noter qu'il y avait une espèce de voix grave qui était un peu la même voix que sa femme. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu la vois, Arum, qui est très très gênée par la proposition de déjeuner avec eux. Et qui se cache un peu le visage, en fait. Moi j'ai pensé que c'était juste la nouvelle assistante, pour être honnête. Aussi parce que du coup, ça me semble gros que et le personnage principal masculin et sa femme ne reconnaissent pas. Eh ben, moi aussi, mais c'est là que je me suis dit, mais en fait, même pour mais sa t'as peut-être femme, raison. Ça n'était rien, tu vois. Parce qu'elle le tutoyait aussi, enfin, si c'était la nouvelle assistante, la dernière nouvelle assistante, elle le tutoyait, alors que normalement, elle le vouvoie. Et elle l'a pas appelé patron, tu vois. Bon, en même temps, il arrête pas de leur dire, ouais, mais il arrête pas de leur dire qu'on peut se tutoyer, etc. Ouais, enfin, ça a l'air d'être un peu son modus operandi aussi de se rapprocher d'elle comme ça. Il y a une scène très marrante comme ça, justement, où il parle, bon, on va peut-être sauter, il dit à sa nouvelle assistante, on va peut-être sauter une étape et se tutoyer directement. Et elle dit, d'accord, mais comment est-ce qu'il faut que je vous appelle? Et là, il répond, ben, appelle-moi patron. Eh oui. Après, c'est un truc coréen, peut-être. Qui est une scène drôle, mais assez pertinente parce que, mais c'est pas que coréen ça. Moi je crois pas du tout. Parce que genre non mais dans le sens où tu sais c'est ce truc qu'on entend très souvent aujourd'hui de gens qui te racontent comment a priori on pourrait croire que travailler dans les startups avec des jeunes etc c'est cool alors qu'en fait c'est pas cool du tout. Et le tutoiement fait partie de ces éléments, c'est-à-dire tu sais des éléments qui donnent la sensation d'une proximité, la sensation d'un partage, la sensation qu'en fait on est tous dans le même bateau etc. Alors qu'en fait de véritables relations d'autorité hyper violentes sont à l'œuvre. Techniques de manipulation. Et oui, bien sûr, et des techniques retorses, puisque genre, on sait par exemple que ce faisant, des jeunes aujourd'hui qui se retrouvent parfois à travailler dans des startups se retrouvent à travailler 80 heures, 90 heures par semaine, à bosser des quantités de temps gigantesques, parce que sous couvert de tu vas voir c'est un projet super génial, on est jeune, on se tutoie, regarde c'est cool, il y a un baby foot, tu vois genre tu vois non mais c'est vrai tu vois à mélanger un peu tout, c'est-à-dire genre en gros à faire comme si le travail c'était pas vraiment du travail tu vois. Et ben en fait il y a quand même une forme d'aliénation genre à l'œuvre ici. Et je pense que lui s'inscrit très exactement sur cette ligne là quoi, sur cette ligne de j'ai l'air d'être super sympa. Ouais. En fait, je suis hyper retors et hyper dominant. Et d'ailleurs, elle lui dit vous mélangez vie privée et travail et ça la gêne énormément, bon, ce qui est normal. Mais et c'est elle qui a raison en fait. C'est en fait ouais c'est quand même un personnage assez fort mine de rien cette assistante parce que enfin Arum je veux dire parce que elle se laisse pas autant faire que ça. Ouais mais elle pose le pied par terre quoi c'est ça. Ouais. C'est ça qui rend le film intéressant, c'est que ce personnage de témoin, c'est pas juste un témoin, quoi. Non. Mais ouais, j'avais envie un petit peu de parler du style de Hong Sang-soo, de la manière dont il fait les films, parce que je crois que ça peut éclairer en fait pas mal ce film en particulier aussi. Et c'est déjà en fait la première chose à dire, c'est je pense qu'il y a deux types de réalisateurs.
à peu près. Il y a ceux qui, à chaque film, presque réinventent de zéro leur manière de faire, essaient de partir du sujet pour construire quelque chose autour de ça, qui sont généralement les réalisateurs qui ont plus de mal, en fait, à continuer sur la longueur, à faire des grands films. Et ensuite, il y a eu un deuxième type de réalisateurs, qui sont les réalisateurs qui trouvent une méthode, et qui mettent en place cette méthode tout le long de leur carrière pour explorer quelque chose. On en avait déjà parlé pour Almodovar, de ça notamment, mais je pense que Hong Sang-soo c'est l'exemple le plus parfait de ça en fait, puisque lui c'est une méthode extrêmement rigide qu'il a mis en place, qui lui permet de tourner très très vite et de mettre ça en place. Alors déjà la première chose, bon il y a un style extrêmement fort, et je pense que il y a un petit test à faire si tu crois que t'es devant un film de Hong Sang-soo mais que tu veux en être sûr. Il y a 3 questions à se poser. Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est en plan séquence? Et est-ce que les gens sont bourrés? Ah ouais, ça c'est ouf. Si tu réponds oui aux 3 questions, il y a très très grande chance que tu sois devant un film de les cimetières de bouteilles de soju qu'il y a à chaque fois dans. Mais pas ça bouffe tout le temps en plus. Et ça c'est quelque chose de très intéressant. J'avais eu une anecdote sur ça à une avant-première d'un film de Gustave Carverne et Benoît Delépine, qui sont très portés sur la boisson, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils... C'est marrant parce que j'avais pas pensé, mais en fait il y a des rapports. Il y a complètement des rapports, complètement. Et c'est tout à fait juste. Toutes les anecdotes qu'ils racontent, ça commence par on était en train de parler et l'alcool aidant, 3 points de suspension. Et en fait ils racontaient qu'ils étaient... C'est moche hein, les Carvernes aussi. Ouais. Et ils racontaient en fait que ils étaient très fans de Hong Sang-soo, et qui voulait à tout prix le rencontrer. Et un jour, en fait, il le rencontre à Cannes, mais Hong Sang-soo, il voulait boire un coup avec lui. Et Hong Sang-soo, il était un peu pressé. Il voulait les envoyer bouler. Et donc, il leur a dit, bon, écoutez, là, j'ai pas le temps, mais si jamais vous venez avec votre film au festival de Busan, je vous jure qu'on passera une soirée à boire. Et finalement, ils ont été sélectionnés au festival de Busan. Énorme. Et ils sont allés le voir et ils lui ont dit vous nous avez promis une nuit à boire. Et là, il paraît que Hong Sang-soo les a regardés et il a dit vous voulez boire avec moi? Ok, vous allez voir ce que vous allez voir. Et là, il y a Carverne et Delépine qui a dit ça nous est jamais arrivé que quelqu'un en fait arrive à boire plus que nous. Et en fait, il a dit avec Hong Sang-soo, on a rencontré notre maître quoi. Et il y a un truc super intéressant sur ça, c'est ce que dit Hong Sang-soo aussi, c'est il dit que l'alcool c'est l'élément essentiel de tous ces films, parce que en Corée, on se dit rien à moins qu'on soit bourré. Ouais. Et donc en fait, la boisson c'est toujours le truc qui permet de dire des choses et de révéler des choses et de faire avancer l'intrigue. En fait, plus qu'un truc stylistique, c'est un moteur de l'histoire. Ouais. Et ça c'est toujours intéressant de voir ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Hong Sang-soo, comme on a dit, parle toujours des mêmes personnes, c'est-à-dire que tous ces personnages sont des cinéastes, des scénaristes ou des profs de cinéma comme lui. Là, il y a une petite variation d'ailleurs. Waouh, renouvellement, c'est un éditeur. Et il l'est probablement aussi. Et bizarrement, il doit être. Et il l'est peut-être. Je sais que les 3 autres il l'est, et là c'est possible qu'il le soit. Et ensuite dans son style, avant de parler de la manière vraiment dont il fait les films, ce qui est intéressant, c'est toujours ce plan séquence. Alors il y a plusieurs étapes dans cette manière qu'il a eu de structurer ses plans séquences. C'est-à-dire que si tu regardes ses premiers films, comme Le pouvoir de la province Kangwon ou Turning Gate ou des trucs comme ça, il y a pas de zoom. Les plans séquences sont toujours fixes et à la limite panotent un petit peu. Mais c'est tout. Et cette manière qu'il a d'être toujours sur le plan séquence, c'est qu'il ne fait pas confiance au montage. C'est-à-dire que on est presque à l'opposé d'un film hollywoodien, parce que ce qui est marrant, c'est que on pourrait croire qu'il y a quelque chose de presque snob dans cette manière qu'il a de toujours vouloir imposer des plans de séquence quoi qu'il arrive. Je crois pas que ce soit snob du tout. Et je crois pas que ça le soit. Et je vais expliquer un peu pourquoi. C'est-à-dire que si on prend l'opposé de ce cinéma de Hong Sang-soo, on a les films hollywoodiens qui sont entièrement tournés sur des fonds verts, par exemple. Et quand les films sont entièrement tournés sur des fonds verts, ça demande de la part du réalisateur un niveau d'abstraction ahurissant, d'essayer d'imaginer ce que la scène va être au montage, sachant qu'on l'a construit non seulement en petits bouts, mais devant un décor qui est absent, des fois un costume qui n'est même pas là, on l'a vu dans des films comme Iron Man où le costume est refait après en image de synthèse par-dessus, etc., etc.
Et Aung San Suu, lui, fait pas du tout confiance en ça, c'est-à-dire que même pour les questions de durée, il dit « je ne peux me rendre compte de la durée de la scène que si elle se déroule devant mes yeux, en fait ». Donc le montage, il le fait en dirigeant ses acteurs. Ouais. Et il y a quelque chose de très humble sur ça, et de la même manière, c'est que en faisant ça, il reconnaît un peu ses limites. C'est-à-dire absolument, c'est ça qui est fort. De la même manière que je pense qu'on peut faire des très bons films entièrement en fond vert, etc., mais ça demande d'être génial, en fait. Mais oui, mais ça et pas que en fond vert, en fait. On se rend pas compte, mais par exemple, en fait, tourner une scène de dialogue avec un chant contre chant, eh ben c'est pas pareil que si tu la tournes avec tes deux personnages qui sont dans le champ, parce que tu vas pas ressentir le temps sur le plateau de la même manière. Simplement parce que aussi ça te pousse parfois à te poser moins la question du temps. Pourquoi ? Parce que tu te dis, ok, c'est pas grave, j'ai un chant contre chant. Donc au montage, si j'ai envie de resserrer un silence, je peux le faire. Si j'ai envie de couper deux répliques, je peux le faire. Là, tu vois, si j'ai envie de rentrer dans ma scène plus rapidement, plus cut, je peux le faire. La sortie de scène, pareil. Et en fait, du coup, tu sais qu'il y a des options qui s'offrent à toi pour contracter ou dilater le temps. Mais le problème de ça, c'est que parfois, ça te pousse à moins t'interroger, en tout cas, à faire un effort d'abstraction moins fort sur juste à quoi vraiment ça va ressembler, quelle va être véritablement la durée de cette scène, et au point parfois de mal penser en fait la temporalité de ton récit, ou en tout cas la temporalité des scènes, de la manière dont elles s'emboîtent, et du coup de la musicalité globale du film. Moi je trouve que c'est un des trucs les plus durs dans un film, c'est de trouver la musique d'un film, la musique globale. Et tu peux il y a des réalisateurs, on en parlait notamment de l'art du contre-champ chez Xavier Dolan quand on en avait parlé, qui généralement c'est un de ses points forts, il arrive très bien à retravailler un montage et à recréer une durée comme ça, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et ça demande vraiment un talent, et en fait je pense que Aung San Suu a vraiment l'humilité de reconnaître ça, quoi, et il y a un truc... Et après, par exemple, il y a aussi des cinéastes assez intéressants, comme Spielberg, où il y a des plans séquences qui sont pas des plans séquences de performance, qui sont des plans séquences juste où on couvre la scène, quoi. On joue la scène, on voit la durée de la scène, elle se déploie genre là à l'image, on peut l'apprécier immédiatement tout de suite. Et il y a plein de jalons comme ça dans les films de Spielberg, même si bien sûr il y a des fonds verts aussi chez Spielberg, il y a beaucoup d'effets spéciaux, etc. Donc Spielberg est évidemment quelqu'un qui a une puissance d'abstraction gigantesque. Et en même temps, il y a ces scènes-là chez Spielberg. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que non seulement... Qui sont presque des plans Aung San Suu Kyi, qui sont à certains égards, genre des plans Aung San Suu Kyi, dans le sens où c'est des plans qui se la pètent pas, qui juste sont là pour couvrir vraiment la narration. Ouais. Et où en même temps, et c'est là que c'est marrant avec Spielberg, c'est que genre Spielberg lui, va même jusqu'à tourner un petit contre-champ vite fait sur son plan séquence pour se dire bon, si c'est la merde, si en fait il y a un problème d'économie globale du récit, je pourrais toujours l'utiliser, je pourrais aller resserrer quelque chose dans une scène en me servant de mon contre-champ. Et ça c'est fort. Reconnaître l'humilité de reconnaître. Et il y a de l'humilité là-dedans. Il est assez connu en général d'ailleurs Spielberg pour tourner lorsqu'il tourne rapidement. Donc peut-être qu'effectivement le fait d'avoir tu sais des scènes très directes, narratives comme ça, c'est ce qui lui permet Aung San Suu, c'est ça aussi d'en sortir 4 dans l'année. Mais c'est-à-dire que genre de toute façon Aung San Suu on voit très bien, il a pas un rond. Je veux dire, Aung San Suu là, je sais pas combien il y a. Ah ouais, mais tu vois sur ce film, le générique, budget de court-métrage, j'allais dire c'est 200 000 $, 300 000 $. Non mais oui, c'est pas plus que ça. Je veux dire, il a rien. Oh, le générique c'est rien, c'est hallucinant, j'ai jamais vu un générique de long métrage aussi court. Enfin je veux dire, ils sont 15. En comptant les acteurs. Non mais c'est incroyable. Donc du coup en fait mais ça te dit plusieurs et il y a 3 décors. Donc ça te dit plein de choses en fait. Ça te dit que en fait ce type a absolument pensé l'intégralité de son cadre de fabrication pour pouvoir rentrer dans les contraintes économiques genre qui s'imposent à lui et pour être absolument libre dans ce cadre quoi. Et je trouve que c'est très fort, c'est assez rare en fait de voir un réalisateur qui a à ce point conscience de ses moyens. Alors je reviens un peu sur cette manière qu'il a eu de structurer ses plans séquences parce qu'il y a une deuxième étape en fait qui arrive dans sa carrière. C'est avec Conte de cinéma, il découvre le zoom. Et en fait, quand il découvre le zoom, pendant 2-3 films, mais il devient fou furieux. C'est-à-dire que quand tu vois les films qui suivent immédiatement Conte de cinéma, mais le mec, on dirait le gamin qui a découvert un jouet à Noël, quoi. C'est-à-dire, il y a des zooms dans tous les sens, c'est dingue. Ça commence, genre, le type a une canette de coca en main, ça commence sur la canette, ça fait des zooms très rapides, après zoom sur le visage, puis zoom sur la main, puis il est dingue, il devient dingue. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se dit, mais tout ce découpage, je m'en suis privé à cause de cette question de temporalité, je peux enfin le faire, et on y va, les gars. Zoom, et
j'imagine son chef qui lui dit mais t'es sûr on en a fait beaucoup déjà, zoom, vas-y, zoom. Et après il se calme, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a pu bien l'utiliser pendant 2-3 films, ça devient vraiment ce truc de faire juste un petit découpage à l'intérieur de ses plans, et ça atteint la forme qu'on voit dans ce film-là. Et donc c'est intéressant de voir que ces plans séquences, c'est vraiment une question de temporalité et pas parce qu'il a envie de découper, et il découvre le zoom pour pouvoir faire en fait ce qu'il il a envie de découper et en même temps il a besoin de sentir le temps sur le plateau qui passe. Et c'est ça qui est très intéressant chez lui et qui fait que ce film ne ressemble vraiment qu'à lui, quoi. Enfin, je crois vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil. Vous savez pas, peut-être qu'un jour il va découvrir le chant contre chant, hein. Je sais pas. Peut-être, hein. Peut-être. Mais petit à petit, il sait pas en fait. Après, c'est vrai que sur la question du zoom aussi, ça m'a surpris parce que j'ai souvent cette discussion avec Bastien, qui était venu une ou deux fois chroniquer des films avec vous, parce que lui globalement n'aime pas les zooms. Je crois que il m'en voudra pas que je dise ça. Parce qu'il se situe dans une ligne philosophique ici, alors qui est totalement celle de Serge Danet, c'est-à-dire de considérer que le zoom c'est de la pornographie, pour le dire en un mot. Et ça se défend en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait un argumentaire à déployer là-dessus. Moi, je suis pas aussi radical que lui sur la question, même si ceci dit, je peux être très vite dérangé par des zooms. Et c'est vrai que là, l'utilisation que Hong Sang-soo en a est absolument singulière parce qu'il réussit à quasiment tout le temps dans le film, à part à un endroit, à me faire oublier la question genre du zoom signifiant et de ce que ça me raconte. Je pense qu'il établit très vite comme paradigme en fait. Donc, ouais, c'est ça. Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu l'utilises, les gars, en fait, c'est presque un saut de la foi. Les gars, en fait, ça fait partie des trucs qu'il va falloir accepter. Voilà, je vais zoomer sur des trucs. C'est des hypothèses de film. Soit tu les prends, soit tu les prends pas. En tout cas, ils te le montrent dès le début. Et donc, mais ça reste quand même, j'avoue, quelque chose de dérangeant. En fait, on l'a déjà dit, mais ça le rapproche d'un autre cinéaste qui avait aussi une manière de tourner très particulière, et c'est Yasujiro Ozu, quoi. Oui, c'est-à-dire que quand tu vois les films d'Ozu, donc lui, il y a beaucoup de montage dans ses films, mais par contre, il brise toutes les règles de montage possibles et imaginables. C'est-à-dire que... et il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire que... Pourquoi Ozu a mis en place ces... Alors bon, il faut dire, pour dire vite fait quel était le style d'Ozu, grosso modo, la caméra avait 3 positions possibles, il avait 3 cubes pour les poser et prenait jamais de position intermédiaire, et quand il faisait des champs contre champs, il les mettait face à face et il brisait la règle des 180 degrés. Bon, il faisait ça tout le temps, en permanence, et pourquoi il faisait ça? C'est parce qu'il disait, en fait, que l'Occident et les États-Unis essayaient de leur imposer un style qui était dérivé de leur propre littérature, et que lui, il voulait créer un style de cinéma qui était dérivé de la littérature japonaise. Et ce qu'on peut voir aussi avec ce qu'on a appelé les pillow shots chez Ozu, qui sont ces plans de décor qui n'ont aucun rapport avec l'histoire, juste pour pouvoir décrire en fait le milieu dans lequel les personnages évoluaient. Et dans ce sens, je pense que Hong Sang-soo, même peut-être encore plus que Rohmer, est vraiment un héritier d'Ozu dans ce sens-là, c'est-à-dire à appliquer une technique, trouver sa méthode bien particulière et qui reflète en fait la culture coréenne, qui reflète sa propre envie de faire des films, quoi. Ça allait être justement ce que j'allais dire, parce qu'au final, le fait que ça nous gêne, le zoom, et oui, j'avoue, ça me gêne, ça me dérange, forcément, on l'a tous noté, donc quelque part, c'est pas normal, entre guillemets, mais c'est purement, comment dirais-je, une culture de cinématographie, quoi, parce que, tu vois ce que je veux dire, pourquoi pas au final mais en fait, le truc, c'est simplement que le zoom est un mouvement un mouvement optique extrêmement signifiant. En fait. Mais je suis d'accord, mais qui met aussi et qui met très à distance souvent. C'est-à-dire qu'il te montre quelque chose de manière ostentatoire. C'est-à-dire je vais te montrer ça de manière ostentatoire. Et c'est la vulgarité qu'il y a dans cette ostentation qui fait dire à Danet que c'est une figure de style de la pornographie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que voilà, c'est typiquement quelque chose que je vais accepter quand on est dans un film des 70s ou voilà, dans un Tarantino à base de je vais zoomer sur Uma Thurman pour dire que l'heure est grave. Parce que chez Tarantino, c'est méta, par exemple. Oui, voilà, exactement. Mais ce qui se passe, c'est que on a très bien le droit de faire ça, en fait, tu vois, dans son film, d'être très ostentatoire sur quelque chose. Et le truc, c'est que quand même, on a décidé par la culture hollywoodienne et probablement occidentale d'être, on va dire, le plus minimaliste dans la vision de ce que fait la caméra, en fait. Tu parlais tout à l'heure des travelling qu'on voit à peine et que c'est toujours très intéressant quand tu revois un film de te dire ah putain t'as vu en fait on est passé de là à là et
Mais le jeu des acteurs, par exemple, n'est pas non plus le même en Asie, tu vois, et on a parfois des choses très ostentatoires. Ça, évidemment, Donc, t'as raison. pourquoi pas, en fait. Du coup, j'avoue que voilà, je ne suis pas forcément de cette culture-là, et d'ailleurs, même, il a bien raison, Ozu, d'avoir dit que c'était quelque chose qui a été imposé ailleurs. Parce que au final, tout est repensable. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire un très bon film avec, en disant, bah oui, c'est un film, je suis un réalisateur et je fais des zooms derrière, tu vois. Mais c'est difficile à vendre peut-être En fait, c'est surtout, et c'est ce qui fait que ça marche chez Ozu ou que ça marche chez Hong Sang-soo, c'est que il y a une raison derrière, comme on vient de le dire, c'est que le zoom il est pas gratuit, c'est sa manière à lui de découper, tu vois, tout simplement. Il a une raison, en fait. Si t'as une raison et que tu le fais pas juste pour faire une figure de style ou quelque chose comme ça, je pense que tout peut passer à peu près. C'est si t'as une véritable raison de vouloir développer une certaine forme. C'est ça aussi, parce que, non mais, j'irai à l'encontre de ce que tu dis, dans le sens où en fait, il faudrait, pour t'aider un zoom, qu'on l'utilise sans sens, comme parfois des réalisateurs utilisent des techniques de mise en scène sans sens particulière, justement. Tu vois, parce qu'ils trouvent ça cool, juste. Mais pas pour servir vraiment la narration de leur... Ouais, mais ça vient après une... Oui, je suis d'accord, mais comment refaire, comment réhabiliter des choses qu'on considère aujourd'hui nulles? Parce que voilà, clairement, si tu montres un zoom normalement dans une scène, on va faire oula, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Si je te montre qu'une seule scène de ce film avec un zoom, oui. tu vas faire oula, qui a réalisé ça, tu vois? Et... ouais. Et normalement, non, on devrait pas se dire ça, tu vois, c'est ça le problème. En fait, c'est le truc, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé, alors je sais plus quel pianiste de jazz c'était exactement, mais un très célèbre, je me rappelle plus lequel, mais qui avait pas eu une formation classique au piano, et quand il jouait un morceau, en fait, de temps en temps, il faisait une fausse note. Et ça lui arrivait même tard dans sa carrière, et quand il faisait une fausse note, il revenait dessus et il l'intégrait à sa mélodie pour plus que ça devienne une fausse note, en fait. Et le zoom chez Hong Sang-soo, il y a un peu ça, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Non mais c'est intéressant, mais pourquoi on se pose la question du zoom? On se pose la question du zoom parce que genre il y a toujours forcément question, hein, pourquoi un zoom plutôt qu'un travelling finalement? C'est-à-dire genre si je suis en plan américain sur un personnage et que j'ai envie de me rapprocher de lui pour être en plan poitrine par exemple, pourquoi j'utiliserais le zoom plutôt qu'utiliser le travelling? Et alors chez Hong Sang-soo, il y a une raison très simple, il y a le budget. C'est-à-dire ça va plus vite de faire le zoom. Et alors non mais c'est ça, et c'est pour ça que en fait ça me dérange pas chez Hong Sang-soo. Mais c'est vrai que chez certains cinéastes, c'est juste que par exemple le travelling c'est un mouvement de caméra qui épouse beaucoup plus naturellement en fait les émotions d'un personnage. Simplement parce que en fait la caméra se rapproche et en fait parce qu'on a envie de se sentir plus proche du personnage, mais il n'y a pas de déformation optique. Alors que tout à coup, en fait, il y a un truc, il y a un mouvement de voyeur dans le zoom, qui est le fait de, je suis derrière mon objectif. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, c'est fenêtre sur court, quoi. C'est genre, j'ai mon appareil photo, je vais zoomer parce que genre, en fait, j'aimerais bien savoir très exactement ce qui se passe sur ce visage. Et donc, encore une fois, qu'il y a la situation dans laquelle il veut nous mettre, c'est-à-dire nous mettre à distance. En tant qu'observateur c'est ça. Et disons que genre, le truc, c'est qu'il y a plein de cinéastes médiocres, bien sûr, qui utilisent le zoom sans avoir parfaitement conscience de la différence sémiologique qu'il y a avec le travelling. Et c'est là en fait qu'il y a une difficulté discursive même et de sens, enfin signifiante, qui se pose et qui fait que genre très souvent je suis gêné, c'est vrai, par les zooms avant en particulier. Moins par les zooms arrière d'ailleurs. Si on devait rentrer dans le détail des zooms, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire passer un zoom arrière que de faire passer un zoom avant. Pour la raison moins intrusif parce qu'effectivement tu le disais, on a l'impression du coup, on a plus l'impression de regarder un film en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est à dire que le zoom, non mais en fait c'est parce qu'il y a de la comédie dans le zoom arrière. C'est à dire que genre il y a de la comédie dans le fait de je suis focalisé sur un mec qui est en train de faire quelque chose, bam, je tape un zoom arrière et je montre qu'en fait il fait quelque chose mais qu'il y a quelqu'un qui le regarde et c'est marrant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je rajoute des éléments narratifs dans le plan, ce que fait beaucoup pour commenter le plan que j'avais au départ. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il fait beaucoup. Ce que Hong Sang-soo fait complètement, et il se sert de ça pour faire de la comédie, parce que c'est drôle, parce que la comédie procède très souvent de ça, c'est-à-dire d'être serré sur quelque chose et de rajouter des éléments à la manière dont on voyait ce quelque chose, pour que ça nous donne tout à coup un nouvel angle qui nous fait rire. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec le pourquoi du zoom et du travelling, mais on a tellement intégré ça dans les films que l'on voit
que maintenant, la première chose qui te vient à l'esprit quand tu vois un zoom, tu dis c'est moche. Tu vois ce que je veux dire? On est arrivé à un point où on l'a intégré dans l'esthétique sans même réfléchir, sauf si effectivement on prend un temps pour en parler, mais pourquoi ça a été... On a l'instinct qui nous fait dire c'est moche. Et c'est pas ça que j'aime pas. C'est plus que de l'instinct. Non mais c'est plus que de l'instinct, c'est des conventions. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, le langage, c'est des conventions. C'est pas tout à fait. Enfin, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est que... En fait, encore une fois, je vais reprendre le parallèle avec Ozu, mais on peut dire la même chose de briser la ligne des 180 degrés dans un champ contre champ. Absolument. Et Ozu le fait tout le temps, et c'est magnifique. Mais bien sûr, mais parce que en fait, il y a pas de problème avec le fait de prendre à contre-pied des conventions. Mais c'est juste qu'il faut être en parfaite maîtrise de la manière dont ces conventions sont signifiantes pour être capable de maîtriser tous les effets de sens qui vont avec le fait de rompre avec la convention. En fait, c'est ça qui est crucial. Et les mauvais cinéastes ne font pas bien ça. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Alors, oui, non, mais voilà. Mais moi, ce qui me gêne, ça va être encore plus, en fait, dans l'historique de la convention. Dans la façon de te dire, en fait, il existe un monde parallèle où, quand le cinéma s'est créé, les gens ont plutôt décidé de faire des zooms avant parce qu'ils se sont dit non, il faut justement nous sommes les observateurs de l'émotion. Alors il y a deux parties. Il y en a une qui revient en fait qui parce qu'on peut dire la même chose des règles d'harmonie, par exemple, mode majeur, mode mineur. Exactement, exactement. C'est ce que je suis le faire en 7 tons, diviser les notes en, tu vois, en 7 tons, etc., etc. Tout ça, comme tu dis, il y a des conventions sociales. Mais au-delà de ça, en fait, si tu veux, et c'est là qu'il faut faire la différence entre les deux. Il y a certaines choses qui sont, qui viennent de conventions culturelles qui ont été mises en place, et il y a une autre partie en fait qui viennent juste de la manière dont notre cerveau réagit. Mais oui, c'est empirique, c'est ça que je voulais dire. Je suis absolument d'accord. Et je vais dire un exemple, par exemple. C'est pas arbitraire, c'est empirique. Oui, voilà, quand tu filmes quelqu'un en train de courir, si tu le vois sortir à droite de l'écran, quand tu le prends dans le plan d'après et qu'il sort à gauche, ton cerveau fait la continuité. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas une règle culturelle. Il y a une continuité de mouvement, et de manière empirique, on se dit que ça fait du sens. De la même manière que si tu montes un champ contre champ et qu'il y a quelqu'un qui regarde droite cadre et l'autre qui regarde gauche cadre et que tu raccordes les plans, t'as l'impression qu'ils se regardent. Non mais c'est aussi bête que ça. Alors, c'est-à-dire que juste t'as l'impression qu'ils sont en train de se regarder. Ce qui veut pas dire que tu peux pas jouer avec ça. Ouais. Mais en tout cas, faut avoir conscience que s'il y a une règle qui s'est imposée ici, c'est simplement d'une autre manière. Attendez, si, parce qu'il y a quand même une partie culturelle dans ça, parce que tu peux dire la même chose avec la peinture et la perspective. C'est-à-dire que le choix a été fait en Occident, par exemple, de dire on va utiliser les règles de perspective parce que c'est comme ça qu'on voit le monde. Et donc, on va représenter dans nos peintures de la même manière dont on voit le monde. Et après, si tu prends un peu plus en Orient, si tu prends par exemple la peinture iranienne, par exemple, où il n'y a pas les règles de perspective et tout est fait en aplat, ben c'est pas moins juste en fait. C'est juste une autre, tu vois, c'est juste une autre manière de se représenter, le monde, qui est peut-être moins réaliste, mais qui est pas moins vrai, qui est pas moins juste. Et c'est-à-dire que tu vois, on pourrait dire que, alors oui, physiologiquement, il y a un truc. Et d'ailleurs, toutes ces règles de pourquoi en Occident on a choisi de dire que on respecte la règle des 180 degrés de machin et tout ça, c'est un dérivé de ces choix qui ont été faits de dire maintenant dans l'art on utilise la perspective parce qu'il faut que ça reprendre au mieux cette manière de voir le monde et ce confort-là. Bien sûr. Exactement. C'est dans ce sens-là où je veux dire parce que même je vais te dire physiologiquement le fait de se dire visuellement il y a des choses qui sont plus ou moins confortables que d'autres, et ben ça aussi ça dérive d'un mode, ça peut dériver d'un mode de pensée et pas simplement de quelque chose d'organique en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est parce que il se trouve que la culture dominante dans le cinéma a empiriquement décidé que ça se passerait comme ça. Et d'ailleurs, tu remarques que les cinéastes qui se posent le plus en contre de ça sont des Asiatiques. C'est-à-dire sont des gens qui ont une autre tradition culturelle et qui ont juste à un moment envie de dire ben en fait on fait partie du dialogue aussi. Non, et par ailleurs, là où il faut pas non plus être dogmatique et où c'est intéressant même de regarder un tout petit peu l'histoire des formes au cinéma pour s'en rendre compte, c'est que évidemment que les conventions elles sont évolutives. C'est-à-dire que les conventions elles valent ce qu'elles valent à un instant T. Et les gens se sentent à l'aise avec à un instant T, ça veut pas dire que dans 20 ans ce seront les mêmes, mais c'est même sûr que ce seront pas les mêmes. Le meilleur exemple de ça, alors que pourtant il y avait une, comment dire, il y avait un mouvement empirique qui devait advenir par rapport à ça, c'est l'avènement du son au cinéma, et c'est même le plus intéressant, l'avènement de la couleur au cinéma.
parce que genre évidemment pendant toute la première moitié du XXe siècle, le noir et blanc a archi dominé toutes les formes cinématographiques. Et quand la couleur est arrivée dans les années 30, en fait, elle a été cantonnée pendant extrêmement longtemps, pendant presque 30 ans, à des films fantaisistes. C'est-à-dire que on mettait ça dans, je sais pas moi, dans Le Magicien d'Oz, exactement. Le Magicien d'Oz, meilleur exemple. C'est-à-dire, voilà, on faisait ça dans Le Magicien d'Oz parce que c'est un peu magique, tout ça, donc il y a des couleurs, c'est chatoyant, c'est chouette, etc. Mais c'est pas vraiment genre du cinéma sérieux. Le cinéma sérieux, c'est du noir et blanc. Et en fait, il a fallu 30 ans avant qu'on se mette à faire des films, je sais pas, un film social en couleur. J'exagère un peu parce que c'est pas vrai. C'est évidemment qu'il y a forcément eu des épiphénomènes de quelqu'un à tenter quelque chose, etc. Oui. Mais en tout cas, avant que la convention change, en fait, avant que la convention change, c'est-à-dire que le standard devienne, on raconte des histoires de cinéma en couleur, et que du coup, le noir et blanc devienne une esthétique désuète, il s'est passé 30 ans. Alors que pourtant, on pourrait se dire, bon bah, juste la couleur, voilà, on voit le monde en couleur, donc ça devrait être une évolution naturelle du cinéma, et c'en est une à certains égards, mais c'est pour dire à quel point les conventions, genre, on la dent dure, quoi. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant d'expérimenter et d'essayer de jouer contre les conventions. C'est qu'il n'est pas du tout impossible, quand je joue contre les conventions, en fait, la nouvelle convention de demain soit en train de se construire. Et je pense que ça arrive en fait tout le temps comme ça. Et c'est pour ça que c'est un travail sur l'avant-garde. En fait, l'avant-garde d'aujourd'hui, sera l'arrière-garde de demain. Enfin, il y a un truc. Un peu comme oui, il y a de ça, et puis il y a cette espèce de. Mais moi, j'essaye de me challenger et de me dire, non mais. Pourquoi est-ce que tu trouves ça moche? Ne trouve pas ça moche, c'est autre, tu vois, c'est juste différent. Et voilà, c'est juste une façon de dire que effectivement il faut. Ça se trouve, on va regarder des films vraiment qu'on considérerait aujourd'hui comme vraiment dégueulasses dans 40 ans, tu vois. Non, mais c'est possible. Des choses filmées à l'iPhone. Du coup, là, je vais enchaîner avec un peu la dernière partie. Du style Hong Sang-soo, qui est la manière dont il écrit ses films. Et alors, je sais pas s'il faisait ça au début, c'est possible que non, parce que déjà, il était plus lent, et il avait plus des moyens automatiques, c'est-à-dire que maintenant, il est arrivé à un rythme de croisière, où grosso modo, il peut trouver un peu d'argent pour faire ce qu'il veut, et il a besoin de rien donner en échange, en fait. Juste dire qu'il a envie de faire un nouveau film, s'il dépense pas trop d'argent, quoi. Et donc, sa manière de tourner, c'est que généralement, quand il commence un film, il a 3 lignes à peu près, hein. C'est même pas un synopsis complet, c'est-à-dire les acteurs ne savent même pas comment le film va terminer, ce qui va se passer, etc., etc. Il a 3 lignes, il demande à quelques techniciens et à des acteurs de le suivre, et en fait, le matin, avant de tourner, jusqu'à 10-11 heures, il commence à tourner un peu tard, il écrit les scènes qui vont tourner dans l'après-midi. Ensuite, ils vont bouffer ensemble avec les techniciens et les acteurs, et boire. L'après-midi, ils font... Et boire, sans doute. Et parce que la plupart du temps, il fait boire ses acteurs, hein, sur les scènes où ils sont bourrés, c'est-à-dire les 3/4. Ouais. Et en fait, l'après-midi, il répète avec ses acteurs avant de tourner le plan, tu vois, comme ça, qu'ils vont faire. Et il y a un truc assez intéressant sur ça, c'est pour ça qu'il raconte toujours la même histoire, c'est-à-dire que il peut pas trop se perdre dans des nouveaux trucs où il doit expérimenter des choses qu'il connaît pas trop, il reste dans le territoire qu'il sait, et à partir de ce canevas qui sera du coup toujours le même, parce que quand t'écris un film au jour le jour, tu peux pas te permettre beaucoup de fantaisie ou toujours pareil, mais il va trouver toutes les variations. Et pour trouver ces variations, en fait, il parle toujours énormément et il est très proche de ses acteurs parce qu'il écrit en fonction d'eux. C'est-à-dire si un acteur va lui parler, c'est très possible, je sais pas si ça s'est passé comme ça, que en fait la scène sur Dieu dont tu as parlé, c'est peut-être une discussion qu'il a eue avec cet acteur et qu'il a juste voulu la mettre et qu'il faut pas chercher plus loin. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais putain, mais c'est chaud quand même. T'imagines, t'écris le matin même, ça qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Mais c'est devenu son rythme, si tu veux. C'est-à-dire, c'est la manière dont il travaille, c'est-à-dire, on va chercher. Et ce qui amène, en fait, ce truc de pourquoi il fait beaucoup de films, c'est presque que il fait toujours, en fait, une nouvelle version de ce film. Ça, une variation et il essaie toujours de faire, ah ben là, je me suis trompé sur ça dans ce film. C'est aussi une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle il est capable d'écrire le matin même pour l'après-midi. C'est aussi que, en fait, il est quand même dans un paradigme narratif dont il a une pleine maîtrise. Je pense que c'est important. En fait, je parlais de zoom de soap opera, mais c'est l'écriture de soap opera aussi, quoi. En fait. Oui, c'est pour ça qu'il parle de ce qu'il connaît, forcément. Oui, c'est normal. Ouais. Et en fait, mais au-delà du truc de soap opéra, c'est que c'est pas dans un cadre industriel, c'est dans un cadre artisanal, quoi, vraiment.
Et c'est la différence. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sincérité qui sort de ça. C'est-à-dire que, en fait, grosso modo, lui, quand il aborde un film, il y a un truc qu'il essaie de capter sur les relations humaines et qui est très très juste d'ailleurs, hein, sur cette manière de réagir, sur cette lâcheté, la lâcheté des hommes qui reviennent tout le temps, hein, dans ces films. D'accord. Et c'est-à-dire que il sait exactement ce qu'il va chercher quand il va filmer quelque chose. Il sait pas comment il va y arriver à peu près. Mais grosso modo, en fait, il évacue tout ce qui est parasite à ça. C'est-à-dire que écrire à l'avance, ben c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire de grandes histoires. J'ai envie juste de m'amuser un petit peu avec des canevas. Il va toujours déstructurer un peu chronologiquement son film pour maintenir le spectateur actif. Et après, si tu veux, tout ce qui va parasiter ça, c'est-à-dire poser des travelling, c'est-à-dire, tu vois, perdre du naturel, c'est-à-dire faire du découpage, etc., etc. Il va évacuer tout ce qui ne va pas à cet objectif-là. Et en fait, en établissant ce style, moi c'est ça que je trouve assez passionnant, au-delà de parler d'un film de Hong Sang-soo, c'est-à-dire que beaucoup plus tard, comme certains auteurs d'ailleurs, quand on parlera de Hong Sang-soo, on parlera pas d'un film en particulier, on parlera, tu vois, de son œuvre. Comme on parle peut-être même de Balzac, on parle rarement, tu vois, de Balzac, d'un roman en particulier, on parle, tu vois, de la comédie humaine, de tout ce truc qu'il a mis en place. Et il est un peu dans ça, j'ai l'impression, tu vois, dans cette... Enfin, ça, c'est intéressant. Et voilà, mais je pense que c'est toujours éclairant, en fait, particulièrement sur lui, de savoir comment il fait ses films, parce que ça éclaire beaucoup de choses, en fait, sur la réception en fait de ces mêmes films, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant pour un réalisateur d'avoir une formule mais au service d'une authenticité, tu vois, par rapport à Luc Besson par exemple, tu vois, Adobe Transporter. Oui, c'est-à-dire que lui il est dans une formule industrielle, il a un peu trouvé encore une fois, la bonne équation pour faire de l'argent. Mais après c'est intéressant parce que au final le réalisateur afghan aussi j'ai très peu d'estime. Doit avoir une formule. Non mais c'est marrant parce que j'ai très peu d'estime pour l'auteur Luc Besson, mais j'en ai plutôt en fait beaucoup genre pour le producteur. Ouais. Indéniablement, c'est quelqu'un qui a trouvé un truc quoi. Enfin... mais ça me passionne pas, hein. Mais en tant que cinéphile, mais j'observe en tant qu'entrepreneur, disons. Oui. Non mais il a indéniablement trouvé un truc. Mais tu vois, genre de la même manière que parfois, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui va monter une start-up sur un truc, j'en ai rien à cirer. Oui, non, voilà. Mais après, oui, c'est que ça répond à quelque chose, à un besoin. Comme dire que Monsanto a trouvé un truc. Voilà. Ouais, oui, absolument, c'est vrai. Mais attends, Monsanto, tu peux être impressionné pour les capacités entrepreneuriales Non mais je rigolais pas, je rigolais un peu, mais ce que je veux dire, c'est que je suis totalement... oui, effectivement, si tu vois que d'un point de vue, on va dire... pécunier et voilà, et savoir comment faire fonctionner ton entreprise, ils sont bons. Oui, c'est ça. Non mais en fait, c'est-à-dire que genre Hitler militairement, c'était pas mal. Non mais bien sûr. Mais l'œuvre de Besson ne m'intéresse pas, ou très peu. La personne en revanche et son flair. Oui. À l'endroit de l'industrie me fascine assez. J'aime bien qu'on a fini à parler de Besson en parlant de le jour d'après. Donc Sang-soo. En même temps, c'est normal, hein, genre, il y a quand même un film de Roland Emmerich qui s'appelle Le jour d'après. Donc on peut y arriver quand même relativement rapidement. Voilà. Parce qu'il y a une petite blague coréenne sympa. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle Le jour d'après ce film, entre parenthèses? Mais en fait, je vais te dire, des fois, c'est très difficile de comprendre les titres de films de Hong Sang-soo. Il dit qu'il y a toujours un rapport avec ses films, mais genre, le jour où le cochon est tombé dans le puits, Le pouvoir de la province Kangwon, Ha Ha Ha. Il y a un film qui s'appelle Ha Ha Ha, et c'est un de ses meilleurs d'ailleurs. Et c'est souvent tu sais pas en fait, souvent t'es là, et il y en a d'autres qui sont très descriptifs, genre Ewon et les hommes. Ben, c'est l'histoire de Ewon qui est entouré d'hommes. Ben, là, alors, tu comprends. Mais des fois, mais parce que du coup, là, c'est vraiment une traduction littérale du titre coréen. Je sais pas. Okay. Je sais qu'en anglais, il s'appelle The Day After, donc ok. Mais après, le titre coréen, je peux pas te certifier. C'est peut-être quelque chose de connu aussi, une expression connue en coréen, je sais pas. Appelez-nous, hein, si vous parlez coréen, si vous savez pourquoi. Donnez-nous l'explication. Voilà. Ah oui, attends, autant finir. Donc, on va finir par le fin mail dont je vous ai parlé hors antenne, j'allais dire. Julie qui nous demande, donc La Momie va sortir bientôt avec Tom Cruise. Du coup, 2 questions. Votre film de momie préféré
Et les bon on va peut-être donner 3 parce qu'elle a dit les rôles de Tom Cruise préférés, donc je sais pas, on va dire vos 3 rôles préférés peut-être de Tom Cruise, ou alors ça c'est dur. C'est chaud, hein. Ça c'est très très dur. Moi je vais aller. Moi je suis un fan absolu de Tom Cruise, je vous le dis. Alors je vais répondre à la première question à Julie assez clairement. Moi mon film de momie préféré c'est putain non merde, j'ai failli dire très simplement La Momie parce que mais c'est vachement bien. Parce que j'ai toujours aimé ce film, mais en fait, il y a Booba Otep, c'est un film de momie. Et j'adore Booba Otep. Mais c'est celui que j'allais dire. Booba Otep, je trouve que c'est extraordinaire. C'est un film vraiment fabuleux. Genre, je crois même que c'est un film. Je sais plus s'il était dans mon top 10 de la décennie ou dans mon top 20 de la décennie précédente, mais c'est vraiment un très 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 grand film. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un film de Don Cascarelli qui parle d'Elvis Presley qui en fait n'est pas mort et qui est dans une maison de retraite. Faire une team-up avec John Fitzgerald Kennedy qui en fait n'est pas mort mais a été transformé en homme noir. Qui vont tous les deux créer une team pour combattre une momie suceuse d'âme par l'anus. Et c'est un vrai bon film. Sur la vieillesse. Non, parce que dit comme ça a l'air d'être une énorme zèderie, mais c'est fabuleux. Non, mais vraiment, c'est un grand film. Faut dire aux gens. Mais même sur la vieillesse, c'est absolument. Non, mais c'est assez génial. C'est absolument sublime. Vraiment. Donc. Non, mais parce que du coup, vraiment, genre, faut dire aux gens, c'est un grand film en fait. Et il y en a pas beaucoup. Et en fait, très honnêtement, moi, après, je suis pas un spécialiste du film de momie non plus. Enfin, j'en ai vu quelques-uns. Voilà, j'ai vu celui avec Karloff, voilà. Mais en tout cas, celui-là, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc, c'est Feldman, je crois, le réalisateur. Non, c'est Don Cascarelli. Non, Freund. Vous parlez de... Non, pardon, ouais, de la momie avec Karloff. De l'original. Et donc ouais, non, vraiment, c'est celui-là qu'il faut voir, quoi. S'il y a un film de momie à voir que, à mon avis, personne n'aura vu parmi les auditeurs, parce que c'est quand même un film, en fait, qui est pas sorti en salle en France, je crois. Non, c'était quand même un truc qu'on s'est un peu refilé sous le manteau entre cinéphiles, quoi. D'ailleurs, je crois que il est même pas sorti en Blu-ray, ce film. Il est sorti qu'en DVD. Il y a une édition spéciale, par contre, qui existe, mais. Ouais, moi, je l'ai vu en DVD, en fait. Je l'ai vu en DVD. Et les gens qui étaient à ma fac dentaire ont pu le voir en ciné-club, grâce à moi, de rien. C'est important d'être prescripteur sur ce film. Non, mais en fait, on t'a convaincu parce que j'allais sortir peut-être la momie originale avec Karloff produit par Universal, ouais. Mais en fait, je dois dire que moi aussi c'est Booba Otep, mon film de momie préféré. Non, vraiment. C'est un film fabuleux, hyper personnel, hyper brillant formellement. C'est admirablement découpé. C'est un grand film, vraiment. Allez le voir et vous serez pas déçus, quoi. Juste pour dire, parce qu'effectivement, La Momie, là, le prochain film de Alex Kurtzman avec Tom Cruise, va inaugurer un nouveau, ce qu'ils appellent le Dark Universe. Chez Universal, où en gros ils veulent franchiser un peu les grands monstres. Mais ça a rien de nouveau, ça existait dans les années. Ils faisaient ça dans les années 30. C'est la ligue. Oui, justement, oui, tout à fait. Mais voilà, ils veulent le faire, ils veulent le refaire tout simplement. Cela dit, je pense que ce sera quand même moins bien, à mon avis, que La Momie de Stephen Sommers avec Brendan Fraser. Ça me donne envie de le revoir là, du coup. Mais qui est un bon film. C'est un bon film, c'est un film très solide et très chouette. Même du coup, vraiment. Tom Cruise, ses meilleurs rôles. C'est chaud. Hein. Alors. Les performances de Tom Cruise, c'est chaud parce qu'il en a beaucoup, mais je vais devoir... Même plus que ça, je pense qu'aujourd'hui, parmi les comédiens en activité, c'est peut-être celui qui a la plus belle filmographie. Possible. Il a une filmographie exceptionnelle. Je vais sortir mes préférés, en tout cas. Il y a Magnolia de Paul Thomas Anderson. Attends, c'est performance, hein, lui. On est pas... La question, c'est pas ses meilleurs films. Ok. Magnolia, ok, je suis d'accord. Mais je crois qu'on est d'accord pour dire que Magnolia, c'est une de ses plus belles performances. Et c'est extraordinaire ce qu'il fait dans le film. Ouais. Ensuite, je sortirai Eyes Wide Shut de Kubrick. Et ce qui est en rôle à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude, beaucoup plus posé, tu vois, composé sur lui-même, etc. Et en fait, il prouve qu'il peut faire beaucoup de choses différentes, en fait. Et après putain, il y en a plein, quoi. Il y en a plein. Allez, je vais sortir La couleur de l'argent de Martin Scorsese, ouais. pour prendre un de ses rôles où il était jeune premier, où il était beau gosse à en crever, et ouais. où il avait un charisme incroyable. Beau gosse à en crever. Moi je dirais
Alors attends, laisse-moi réfléchir 4 secondes. Moi je dirais La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Fabuleuse performance où tout à coup on se rend compte. Ah ouais, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que ce qu'il fait dans ce film c'est fabuleux, notamment parce que en fait c'est la première fois où je me suis dit en fait Tom Cruise est potentiellement le meilleur acteur du monde pour interpréter l'américain moyen. Chose que j'imaginais vraiment pas. Sa performance m'a absolument troué le cul dans La Guerre des Mondes. Je pense que c'est un grand film et je pense que c'est une immense performance de sa part. Pour moi, dans ma tête, il est allé rejoindre au panthéon des acteurs en activité qui peuvent incarner l'américain moyen, un mec comme Tom Hanks, quoi. C'est pour dire où je le place. Ouais. Parce que Tom Hanks se pose là quand même, je pense. Donc c'est l'average guy. C'est le patron, quoi. C'est ça. C'est le patron de l'Amérique moyenne. Donc ouais, La Guerre des Mondes. Je pense que je mettrais Magnolia aussi quand même parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait dans Magnolia. Et je pense qu'en dernier, je mettrais bien le Cameron Crowe. Ah, Vanilla Sky. Je mettrais bien le Cameron Crowe. Ouais. Non, bien sûr que non. Merde, j'ai oublié. Avec Cuba Gooding Jr. Jerry Maguire. Oui, Jerry Maguire. C'est vrai que Jerry Maguire, c'est chaud. Bon, Magnolia, c'est sûr. Je pense que ça, c'est le truc qui fait. Mais après, Entretien avec un vampire. J'hésitais à mettre Tropic Thunder. J'aurais dû mettre Tropic Thunder. J'hésitais à mettre Tropic Thunder, mais c'est chaud. Mais j'ai pensé que en fait, on prendrait pour. Bon, j'avoue, Julie n'a pas donné n'a pas dit top 3. Hein. Elle a juste dit les meilleurs rôles. Mais c'est vrai qu'au final, il y en a plein. Moi, les stats d'Entretien avec un vampire. Et j'ai envie de dire collatéral, moi. Grave. Ah, mais c'est absolument entendable. Il est tellement bon dans ce film. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Il est minéral, il est magnifique. Super. Et pour ceux qui ont le Blu-ray ou le DVD de Collateral, je vous engage à regarder les bonus parce que il fait un travail assez fou dans ce film. Enfin, avant ce film, parce que il est rentré dans des bars, dans des diners, etc., un peu maquillé pour tester le personnage sans que personne ne se rende compte que c'est Tom Cruise. Donc quand même, Tom Cruise est fort. C'est à mon avis, c'est parce qu'il s'est débarrassé de plein de tétans grâce à la scientologie. Et je vous engage à faire le même chose. Ouais, bien sûr. Et c'est ses cheveux quand même. En vrai, j'aurais pu mettre un 4 juillet aussi. Ouais, complètement. Moi, je suis pas. Il y en a plein. Hein. Si. Un 4 juillet, je sais pas. Je le trouve trop. Ouais, mais moi, Tom Cruise, j'aime tout le temps. Le film, j'aime pas trop, un 4 juillet. Mais c'est peut-être ça qui teinte ma vision de sa prestation dedans. Mais je sais pas. En tout cas, voilà, j'espère qu'on a répondu. Je veux dire, c'est quand même incroyable. On est en train de parler d'un acteur, quand même, qui est capable de jouer l'américain moyen, qui est capable de jouer un méchant, genre une figure hyper sombre dans Collatéral. Le type est quand même incroyablement inquiétant, genre comme ça, en étant hyper minéral. Il est capable, genre, de se moquer de lui-même et d'être hyper fort en comédie. On l'a vu, évidemment, dans Tropic Thunder, où là, c'est quand même, genre, juste un sommet, genre, de réflexivité, genre, enfin, juste qu'il se salue, quand même. En plus d'être une performance truculente, genre, quand même, assez incroyable. Je le trouve très drôle aussi dans des films plus récents comme, je sais pas moi, Night and Day ou avec Cameron Diaz, qui est en fait une chouette comédie d'action. Ou dans Edge of Tomorrow, il est hyper drôle aussi. Enfin bref, c'est quand même un comédien mais qui a juste 10 000 cordes à son arc en fait. Enfin, le type peut tout faire. Enfin, c'est... Il y a qui aujourd'hui capable de faire autant de choses quoi. Moi vraiment les Tom enfin il y a des Tom Cruise movies quoi. Je veux dire je vais voir un film parce qu'il y a Tom Cruise quoi. Enfin, oui, non mais clairement il y a pas beaucoup de comédiens qui me font ça aujourd'hui, c'est-à-dire des comédiens pour qui je me déplace. Après est-ce que c'est pas un il y a Nicolas Cage. D'ailleurs l'un des derniers l'une des dernières superstars du cinéma. Tu vois parce que là on n'est pas en train de parler d'un jeune premier, il a quand même 50 ans. Est-ce qu'aujourd'hui il existe des superstars comme ça? Où il y a tellement de je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de célébrités aujourd'hui dans le monde qui fait que il y a plus de Tom DiCaprio Cruise, quoi. Oui. Dans la génération en dessous il y a DiCaprio. Ouais. Quand même. Mais et la génération d'après, enfin l'avenir nous le dira, mais j'ai pas l'impression que ça existe. Moi je pense que Robert Pattinson il va pour. Et Pattinson carrément possible. Je suis pas sûr. Si. Alors tiens. D'avoir une bonne filmographie peut-être, mais enfin à part les toilettes, mais de devenir une superstar comme Tom Cruise. En tout cas, genre, dans sa génération, Pattinson est quand même une superstar. Je pense qu'on peut quand même le dire. Mais on va voir si ça va pas. Et sans doute un des acteurs les plus intéressants. Et c'est ça le truc, c'est que il a commencé comme en étant juste
juste une superstar. En plus, pour être honnête, il a pas le personnage le plus intéressant dans Twilight. Enfin, moi j'adore Twilight, hein. Mais si je suis honnête, je pense pas que ce soit lui qui est la partition la plus intéressante à jouer. Si bien que c'était pas si facile de savoir dans quelle mesure il était doué. Et le fait est que depuis Twilight, franchement, il a une filmographie qui est assez exemplaire. Ouais. Enfin, sans déconner. Alors, tiens, et moi, du coup, j'ai vu. Attends. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en célébrité, c'est un énorme sex symbole. Je veux dire, aujourd'hui, parmi combien de temps ça va, tu vois, les jeunes va de 20 ans, s'émousser, ça, le Twilight. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il peut surfer sur la vague de Twilight pendant combien de temps auprès des jeunes? Parce que je t'explique là, s'il fait que des Lost City of Z, Tom Cruise à l'époque de Top Gun. où il est excellent. Ouais, sans déconner, et je suis sûr qu'on a dit la même chose de James Dean. Enfin, je veux dire, tu vois, Attends, je dis pas que vous êtes fous. Le mec, il a fait Top Gun, après il a fait que des hits de fou. Il a fait La Firme, il a fait, non mais tu vois, il a fait que des trucs ultra bankable partout dans le monde. Alors ceci dit, non, t'as raison sur un truc, c'est que Pattinson a l'air d'être en train de prendre une direction qui est très auteur, et il est resté très peu de temps dans le cinéma pop. Et ceci dit, t'as raison, il est possible que la question de sa staritude se pose et soit en fait altérée par cette direction de carrière très tranchante, quoi. Et par contre, je vais vous dire, chez les femmes, je pense qu'il y en a, hein. Je pense que quelqu'un comme Jennifer Lawrence, par exemple. Jennifer Lawrence, superstar. Ou Scarlett Johansson. Emma Stone, superstar. Ou Emma Stone, tu vois, prennent la route d'un coup de carrière stellaire comme ça. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, je pense qu'il y a rien, c'est tout vu. Enfin, je veux dire, Emma Stone, c'est tout vu. Jennifer Lawrence, en fait, moi, je pense que c'est tout vu aussi. Et tu disais qui d'autre? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, mais qui est pas exactement de la même génération, ceci dit. Mais enfin, elle est un peu plus vieille. Mais oui, mais bon. Un tout petit peu, et elle alterne entre les films d'auteur et les blockbusters, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que non, mais c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que en fait, la question qu'on est en train de poser, c'est les stardom, quoi. Est-ce que c'est des acteurs Ouais, est-ce que c'est des acteurs où on va aller voir des films parce que ce sera un Jennifer Lawrence movie ou un Emma Stone movie et tout, et ça, c'est discutable. C'est pas si facile à dire. C'est possible. C'est possible, mais pas si facile à dire. Emma Stone, elle est assez passionnante comme actrice. Ouais, je sais. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'elle en soit un endroit. Non, là, c'est pas le cas, même. Où les gens se déplacent pour Emma Stone. En gros, là, on est en train de jouer le centre de formation des stars, tu vois. On est à FIFA, tu vois. On essaie de voir qui va être. Non, mais après. Mais bien sûr, mais tu vois, mais de la même manière que quand je sais pas, on parle des meilleurs joueurs du monde au football, bon bah voilà, genre aujourd'hui, t'as Messi, t'as Ronaldo, c'est deux mecs, tu vois. Donc bon. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, et Tom Cruise, il occupe vraiment, enfin, c'est si singulier, quoi. C'est un type qui a tout réussi, quoi, dans sa carrière. Il a réussi à la fois de manière massive dans le cinéma populaire, et il a réussi de manière tout aussi massive dans le cinéma d'auteur. Enfin, c'est invraisemblable comme carrière. Vraiment, c'est presque pour moi, c'est une carrière à la James Stewart, hein. C'est ce type de carrière incroyable. Mais oui, Tom Cruise, ce sera une icône pour toujours. Est-ce que si Zac Efron commence à faire de bons films, il peut allier du coup sa célébrité? Il m'a jamais impressionné, moi, lui, mais... Je pense que c'est pas un assez bon acteur. Ouais. C'est un acteur décent. Hein. Vraiment, j'ai pas du tout envie de... Moi, après, je l'ai pas vu dans un film... Tu sais, il avait joué dans un film avec Nicole Kidman, là... Ouais, Paperboy. Ouais, Paperboy, ouais. Mais c'était pas transcendant, en fait. Non. Mais je veux dire une chose. En fait, Zac Efron, il a un gros problème, à mon avis. Il est trop beau gosse. Il manque de charisme. Trop beau gosse ou pas, ça c'est discutable. Non, mais c'est vrai, mais surtout, il manque de charisme, quoi. Genre, Pattinson, il a du charisme, tu vois. Pattinson, je vois pourquoi un réalisateur peut se dire, putain, j'ai juste envie de filmer son regard qui regarde au loin. Pattinson, il ne veut pas devenir une star. Laisse-le. Alors, c'est vrai qu'il en a pas du tout envie. Oui, il a pas envie. Si t'as envie, tu ferais un petit Cosmopolis. Non, mais t'as raison, ça joue, c'est un très bon argument. Tu en as pas du tout. Un Michael Bay derrière, tu vois, de la merde comme ça. Mais là, chez les mecs, je vois pas en fait quelqu'un qui, tu vois, Fassbender est trop intimiste. Tu vois, il y a de Hardy aussi. Fassbender, pas du tout. Hardy jamais. Tu sais, ce sera jamais Tom Cruise, quoi. Mais peut-être que ça n'existera plus, parce que, tu vois, l'avènement d'Internet, les célébrités maintenant, il y a des célébrités de YouTube, tu vois, donc, quelque part, est-ce que tout ça, le pouvoir de célébrité de Tom Cruise, de l'époque de Tom Cruise, c'est pas dilué dans le reste du monde, dans Internet? Alors, moi, j'ai un pari à faire, c'est un pari osé que je pourrais perdre, mais j'ai un petit pari, je mets une pièce sur Channing Tatum. Oula, ok. Une pièce sur Channing Tatum. Ok. Je tiens le pari. Je te dis, ça ne me coûte pas grand chose. Non, mais en fait, je vais expliquer pourquoi.
Parce qu'en fait, non mais c'est intéressant, c'est un acteur, genre qui, rôle après rôle, continue de me surprendre. Et continue de me surprendre en bien. C'est-à-dire que, à chaque fois que je vois un nouveau film de lui, je fais, ah ouais, putain, il est aussi capable de faire ça. Ah, il est aussi capable de faire ça. Et en fait, il m'impressionne beaucoup pour ça. Je sais que c'est quelqu'un, genre, qui cristallise énormément de sympathie sur sa personne, parce que c'est à peu près l'homme le plus sympa du monde, quand tu le vois, genre, en interview ou genre sur des plateaux télé et tout. Et du coup, genre, ouais, je me demande où il va aller. Enfin, jusqu'où il est capable d'aller. Mais Channing Tatum, c'est fini. Il est trop vieux. Je vais le gagner, ce pari. Hein. Regarde Tom Cruise. Si tu vas en Afghanistan, tu dis Tom Cruise, les gens ils vont faire Tom Cruise. Si tu dis Channing Tatum, ils vont te tendre un mouchoir, ils vont te dire à tes souhaits. Bref, comme souvent quand on invite Arthur, l'épisode fait 2 heures. C'est inadmissible. Donc je crois qu'il est temps de vous faire tous des gros bisous. Ouais, et de vous revoir assez rapidement. Je pense que dans la semaine prochaine, on va enregistrer un petit Wonder Woman en anglais. Donc stay tuned. Et voilà, merci à tous les deux. Gros bisous. Merci. Salut.